1, 2, 1, 2. Vas-y, redis. Allô, 1, 2, 1, 2. Vas-y, on est bon. 1, 2. On se lance? Feu? Je vais shifter. Non. Parce que tu me portes un masque et tu deviens archi sérieux avec les gens. Non, trop bien. Hello Julien, je suis content d'avoir aujourd'hui avec moi sur ce podcast. On est aujourd'hui chez toi dans le 5e arrondissement de Paris. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Et le but, c'est donc de parler sur ce podcast de toi, principalement. De toi, ton métier, ton parcours, tes aspirations sur le futur, pour permettre aux gens qui vont nous écouter de mieux connaître ton métier et de mieux pouvoir se projeter sur ce que tu vas pouvoir dire. Il faut que sur ce podcast-là, donc tu te présentes, t'imagines qu'en face de toi, en fait, il y a un mec comme moi qui connaît rien et tu lui expliques genre vraiment comme si je découvrais le monde, genre ce que tu fais. Et après, mon rôle, ça va être de pousser, c'est vraiment il y a des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise et je comprends pas bien, de venir creuser, etc. au fur et à mesure. Trop bien. Ça te va? Ouais, carrément. Je commence souvent par demander juste est-ce que tu peux restituer ton prénom, ton nom, ton âge et ton métier. Mais je m'appelle Julien Vidil et j'ai 31 ans et je suis directeur de restaurant. On a 2 ans d'écart, t'es 2 ans plus vieux qu'Alex? Ouais, c'est ça de 93. Ouais. 95 mois. Trop bien. Exactement. Julien, quand tu dis directeur de restaurant du coup à Paris, c'est quel restaurant à Paris? Colère, c'est dans le 9e, on vient d'ouvrir là le 18 ou le 19 septembre. Ah, c'est tout récent. Ouais, tout récent. Et on est là, on enregistre, on est quel jour aujourd'hui? 30. Plateforme. Le 29. Ouais. C'est tout récent que cette ouverture est tout récente. Ok. Directeur de restaurant, c'est la première question que je pose généralement. C'est quoi le métier? Si tu devais décrire un peu tes tâches, tes fonctions un peu au quotidien, comment tu définirais ta fiche de poste? Quand tu signes pour directeur de restaurant, tu signes pourquoi? Directeur de restaurant, en gros, tu es en charge de l'établissement, donc tu es le numéro 1 dans l'établissement. Tu as un droit de regard sur la cuisine, sur la salle, sur l'expérience client. Tu participes au recrutement, au développement des équipes, formation. Et évidemment, tout l'aspect aussi comptabilité, gestion des costs, etc. Donc, tu englobes vraiment l'offre du restaurant de A à Z. Et c'est ça qui peut... Après, tu es accompagné, évidemment, tu as des adjoints, tu as un chef en cuisine, etc. Excellent. Mais voilà, en gros, tu... Ah, donc directeur de restaurant, en fait, tu as un chef d'entreprise. L'entreprise est dans le restaurant. Et donc, tu as toutes les fonctions, qu'elles soient salle, cuisine ou support. Ta charge. Exactement. Et plus tout le côté aussi très opérationnel, c'est-à-dire gérer un service, quoi. Donc, si toi, tu viens dîner un de ces 4 au resto, et tu vas avoir une petite tête à ta cœur dans le restaurant, à te placer, à m'occuper de toi, à te prendre des commandes s'il faut, débarrasser. Il y a aussi ce côté très service qui est lié à la fonction. Tu as un peu toutes les casquettes et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est hyper complet, quoi. Donc, quand tu es directeur de restaurant, tu ne montes pas uniquement à un niveau managérial, tu es aussi en service, tu es aussi en salle, tu es aussi présent auprès des équipes. Ça dépend des structures. Tu as des restaurants, notamment dans le gastro ou de l'étoilé, où tu as vraiment énormément de strates de hiérarchie. Et donc, forcément, là, tu es moins dans le service et tu es plus dans du management et dans du développement, etc. Au niveau de l'entreprise. Mais dans des petites structures, notamment à Paris ou dans les bistrots, ce qui est le cas de Colère, ouais, tu as un peu toutes les casquettes. Et puis, on n'a pas non plus le luxe de pouvoir avoir des mecs qui sont que dans les bureaux tout le temps. On a aussi besoin d'avoir des mains en service, tu vois, pour porter des assiettes, prendre des commandes, etc. Donc, ouais, je fais ça aussi, absolument. Ce qui est cool, c'est aussi une manière de manager l'équipe, tu vois. Ouais. Tu es au contact de tes équipes, tu montres un peu ta valeur, donc tu gagnes un peu leur reconnaissance comme ça. Enfin, voilà, tu peux construire une équipe en étant aussi présent avec eux dans les moments difficiles. Et les moments difficiles dans la restauration, c'est les services, quoi. Ouais. La taille de ton équipe, tu as combien de personnes aujourd'hui? 13 en cuisine et 9 en salle. Plus les fonctions que tu citais un peu plus tôt, comptabilité. Ouais, alors ça, c'est un service un peu différent. Je vais pas dire que ce soit dans mon équipe, c'est-à-dire que c'est moi qui rapporte les chiffres, etc. à la comptabilité. D'accord. Mais c'est un service un peu différent. Ils sont 2 à gérer ça. D'accord. 13 en cuisine et 9 en salle, donc tu as plus de personnes en cuisine qu'en salle. Ouais, on est un restaurant qui a été ouvert par un chef qui s'appelle Eloi Spinner et qui tient à ce qu'il y ait une vraie qualité dans l'assiette avec un concept de restaurant quand même assez fort. Et en effet, c'est la cuisine qui prime. Dans des restaurants de ce type à Paris, généralement, c'est plutôt en salle qu'il y a du monde. Et en cuisine, les process sont plus légers pour réduire la masse salariale. Mais ici, on a une vraie expérience dans l'assiette, ce qui fait qu'il y a des commis, il y a des chefs de partie, il y a des sous-chefs juniors, il y a des sous-chefs seniors, il y a des chefs de cuisine. Enfin, vraiment, il y a tous les niveaux dans la cuisine. Et donc, il y a une grosse brigade. Ouais. Et Eloi Spinner, c'est ça? Ouais. Eloi Spinner, du coup, c'est la personne à qui tu reportes, toi. Ouais, en fait, c'est le propriétaire. Donc, moi, j'ai la casquette un peu de chef d'entreprise, mais vraiment très lié au restaurant et très terrain. Et Eloi Spinner, lui, c'est son 2e restaurant. Il est associé avec Benoît Piante aussi. Et à 2, ils ont ouvert un premier restaurant qui s'appelle Orgueil et là, un 2e restaurant qui s'appelle Colère. Et en fait, ils sont chefs d'entreprise, vraiment. Ils m'accompagnent au quotidien. Je rapporte à eux tout ce qui se passe, etc. Et on est dans l'échange. Je suis leur salarié, quoi. Je pense que c'est intéressant de voir effectivement qu'un restaurant, ça fonctionne aussi comme une entreprise. C'est un peu ce que tu dis, chef d'entreprise. Le fait que tu puisses être à la tête de l'entreprise, mais que tu aies aussi des investisseurs, des gens qui
détiennent les parts et auxquelles finalement tu reportes en étant la liberté et l'autonomie de pouvoir bosser avec tes équipes. En tout cas, c'est ce que j'entends moi. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le projet du restaurant, c'est de casser un petit peu cette image de la restauration où tout est un peu appris sur le tas. Généralement, dans la restauration, tu as des profils un peu variés qui arrivent dans ce milieu-là, un peu souvent par défaut. Et là, l'idée, c'est vraiment de professionnaliser le métier et de valoriser les personnes qui sont autour de moi, etc., en apportant un vrai cadre, une vraie structure, une vraie entreprise, comme tu l'as dit. Et ça, c'est chouette. Redis-moi, quand est-ce que ça a ouvert? 15 septembre 18, ouais. 18 On septembre. a fait une petite soft opening avant de 2 semaines, histoire de se roder un peu avec les équipes. On limitait un peu le nombre de couverts par jour. Et vraiment, l'idée, c'était de prendre ses marques, comment ça marche, quoi. Enfin, s'approprier le lieu, tu vois. Un peu comme des acteurs sur une scène de théâtre, tu vois. Genre vraiment découvrir les lieux, se les approprier et tout. Et on a ouvert officiellement le 18. Ouais. Avant le soft opening, tu mets combien de temps pour penser le lieu, retravailler les espaces, enfin, recruter les gens? Est-ce que c'est quoi? C'est 6 mois avant, 1 an avant, tu commences à penser l'ouverture de Colère? En ce qui me concerne, j'ai rejoint les équipes 1 mois avant l'ouverture. C'était une période assez courte, mais j'étais en poste aussi avant dans un autre métier, donc je pouvais pas non plus partir comme ça. Je pense que littéralement, les investisseurs, ils ont pensé le lieu au moment où ils ont ouvert le premier, quoi. Enfin, je pense que c'est des process que tu mets en place quand tu as envie d'ouvrir un restaurant. Que ce soit sur la déco, que ce soit sur le concept, que ce soit sur l'offre, que ce soit sur les équipes, etc. Tu vois, là, il y a 8 mois de travaux quand même, entre 8 et 10 mois de travaux. Donc c'était quand même assez lourd, tu vois. Donc je dirais au minimum 1 an, mais après je pense que c'est pas une règle d'or, c'est-à-dire que ça va dépendre un peu du restaurant que tu as envie d'ouvrir, de ce que tu as envie de faire. Non, c'est juste moi, j'y connais vraiment rien en restauration. C'est un métier qui fait beaucoup rêver. Le fait d'ouvrir un restaurant, c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent en se disant, ok, à 40, 50 ans, même avant, peu importe, j'aurai un restaurant. Et en fait, c'est intéressant aussi de voir un peu tout l'envers du décor. Donc déjà, la pression de management, la pression des chiffres, la pression de l'anticipation, de la trésor que tu dois avoir. Enfin, j'imagine que quand tu fais 8 mois de travaux, tu vois, il faut aussi pouvoir voir venir. Tu as une période de rodage que le restaurant va prendre. Enfin, voilà, on parle de personnes qui sont quand même très implantées dans le milieu. Mais 8 mois de travaux, 8 à 10 mois de travaux, c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Et puis même la soft opening, pendant 2 semaines, tu ouvres avec une équipe complète, avec des salaires qui sont pas limités, et tu limites ton chiffre d'affaires énormément avec 20 couverts par soir, tu vois. Donc c'est un investissement conséquent. Ouais. Et ils ont la chance d'avoir un restaurant qui a bien tourné, Orgueil. Voilà, ils ont pu réinvestir dans ce projet qui s'appelle Colère. Mais oui, c'est pas donné à tout le monde. Après, ça fait rêver un restaurant, parce que c'est là où tu accueilles tes amis. Tu te dis, c'est un peu une extension de ta propriété privée en disant, vas-y, au lieu de les accueillir dans mon salon, je les accueille dans le restaurant. Donc oui, ça fait rêver. Et souvent, quand c'est réussi, c'est des lieux où on a des beaux souvenirs, et tu vois, c'est lié à l'affect énormément. Mais c'est vrai que oui, ça demande un investissement et de la recherche et du travail énormément. C'est trop cool. Je dis souvent, tu vas voir, souvent c'est trop cool, très clair, excellent. C'est parce que vraiment je le ressens et parce que je me mets à réfléchir aussi à ce qu'on vient de se dire. Je veux savoir souvent sur le métier de directeur de restaurant, c'est quoi les plus et les moins du poste? Tu vois, c'est quoi les avantages de la fonction? Et à l'inverse, qu'est-ce qui est pas chiant, mais qu'est-ce qui est un peu ce qui pourrait faire que ça te plaise un peu moins? Qu'est-ce qui est chiant, et je pense que ça aussi c'est un peu lié à la personnalité de chacun, c'est-à-dire que le poste de directeur, je le vis à ma façon et grâce à l'entreprise dans laquelle je suis et grâce à mon expérience, et mon ressenti sur le poste de directeur peut être très différent d'un ressenti de quelqu'un d'autre, sachant que tu as plein de casquettes, tu as du management, donc tu gères de l'humain, tu gères aussi des clients, etc. Il y a tout cet aspect comptable, logistique, infrastructure, etc. Donc il y a énormément de casquettes. Il y a des gens qui se plaisent à être en charge, entre guillemets, des travaux du restaurant et à savoir qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à faire, à appeler les artisans ou alors les faire même dans certains cas. Moi, ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est le management de l'humain. Donc c'est rester au contact des équipes, comprendre un peu pourquoi les gens rentrent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils sont là juste pour avoir un job alimentaire et c'est OK, ou est-ce que les mecs, ils ont vraiment envie d'avoir un parcours carrière, leur donner les clés pour que ils prennent un maximum de plaisir et qu'ils se sentent en sécurité, entre guillemets, dans leur poste, tu vois, qu'ils ne se disent pas au bout de quelques heures, genre qu'est-ce que je fous là, enfin, on m'a rien expliqué, on m'a rien montré, j'ai aucune compétence, je suis pas du tout légitime à faire ce job-là. Donc c'est vraiment rassurer les personnes qui sont autour de moi et essayer de les accompagner, peu importe le projet. Et ça me plaît énormément. Et ensuite, la deuxième chose qui me plaît énormément dans ce métier, c'est surtout aussi la satisfaction client, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ça. Je le dis souvent, c'est un côté un peu sadomaso, mais j'aime devoir performer, tu vois, au quotidien. C'est-à-dire, tu disais le théâtre tout à l'heure en comparaison, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu théâtre. C'est-à-dire, tous les jours, en fait, tu refais une petite scène, tu vois, tu rejoues ton petit spectacle avec ton équipe face à des nouveaux clients qui n'étaient pas là la veille, tu vois. Et tous les jours, tu as besoin d'être bon, tu as besoin d'être charmant, accueillant, hospitalier, etc. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que les clients partent, qu'ils aient passé une bonne soirée. Et ça me plaît aussi.
c'est pas la pression tous les matins. T'es jamais dans une zone de confort, tu vois. T'es jamais dans une zone où tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai prouvé auprès de mes équipes, j'ai prouvé auprès de mes clients et je peux me mettre en, tu sais, voie de droite, hop, vitesse de croisière et tout va bien se passer. Non, en fait, à chaque fois, t'es à fond, quoi. Mais tu as besoin d'être à fond pour les équipes, mais après, tu l'as quand même ce confort parce que tu l'as grâce à ton expérience. C'est-à-dire que si tu as des retours d'expérience qui sont positifs, ça a été le cas dans les établissements dans lesquels j'étais passé, on a quand même des retours positifs dans les différents restaurants dans lesquels j'ai pu travailler. Au final, ça te conforte quand même dans tes prises de décision, dans ton management, dans ce que tu es en train de créer, etc. Donc, j'ai confiance quand même dans ce qu'on fait au quotidien. Mais oui, tu as toujours ces petits trucs un peu de... Et puis des fois, tu as des aléas, tu vois. On travaille avec des denrées qui sont quand même vachement saisonnières. Donc des fois, boum, on a un fournisseur qui peut pas nous fournir un truc. Des fois, on a une coupure d'électricité. Donc il y a un frigo qui est tombé en panne. Donc il faut s'adapter vite, changer un process qui a fonctionné et s'adapter. Mais quand même, tu l'as quand même ce confort. Au bout d'un moment, tu t'entoures de gens aussi qui comprennent un peu tes idées, etc. Tu es rassuré par les gens d'au-dessus, par les gens d'en dessous. Donc forcément, tu as ce confort. Mais oui, il y a toujours cette petite pression un peu quand tu ouvres les portes en espérant que ça se passe bien ce soir, tu vois. Et tu fais en sorte que ça se passe bien ce soir. Les 13 en cuisine et 9 en salle, c'était tout nouveau pour toi? C'était des gens que tu connaissais pas avant? En fait, j'ai été recruté dans cette boîte par un mec qui s'appelle Baptiste et avec qui on a travaillé ensemble dans mon ancien boulot. Et lui a été contacté par ce groupe, donc ça s'appelle Bonalois, le groupe pour lequel je travaille aujourd'hui. Il a été contacté par Bonalois pour intégrer leurs équipes. Il y est allé, puis il leur a rapidement parlé de mon profil. Il cherchait un directeur de restaurant pour ce deuxième lieu. Et on a pris contact après, j'ai pris contact avec eux. Et puis il y a eu une réponse positive, donc j'ai été recruté par Baptiste, ce qui fait que dans mon équipe aujourd'hui, je connais Baptiste, mais après les autres, c'est tout nouveau. Baptiste, c'est quoi comme rôle? Baptiste, c'est mon adjoint là, chez Colère, et il a toute la partie vin. Donc le vin, généralement, c'est une partie, dans les restaurants qui se soucient d'avoir une belle carte des vins, c'est quand même un gros sujet, que ce soit en logistique, en contact, en commande, etc. Et en formation des équipes aussi. Et donc toute cette partie-là, c'est Baptiste qui s'en occupe. Plus aussi de la gestion de service en mon absence et faire tourner la boîte aussi. C'est marrant, Baptiste, il était donc c'est ton adjoint. Donc en fait, c'est l'adjoint qui recommande son boss. Baptiste était déjà adjoint chez Orgueil. Ouais. Donc en fait, ils lui ont proposé ce transfert d'aller chez Cola. Et lui, en fait, il a proposé mon nom. À ce moment-là, ouais, en fait, ça s'est fait naturellement. Et à ce moment-là, il savait pas forcément que lui allait aller chez Colère ou que j'allais être recruté pour Colère ou que ça allait se faire vraiment pour ce restaurant-là et pas pour les autres parce qu'il y a un projet d'ouverture quand même récurrente. On va ouvrir un 3e lieu en 2025, etc. Donc il y a quand même des ouvertures prévues. Et lui, il n'avait pas forcément imaginé ça tout de suite dans cette configuration-là. Mais ça montre à quel point en fait les relations que tu tisses par le passé peuvent être importantes, tu vois, pour tes positions futures, que ce soit une personne qui a bossé avec toi au-dessus ou en dessous. C'est toujours bien de garder des contacts et de pouvoir évoluer dans ce milieu, quoi. Ouais. Surtout c'est un milieu, on en a parlé un peu avant, mais où on connaît vite les gens et il y a de la récurrence qui se crée, quoi. À la fois dans les équipes avec lesquelles tu travailles, à la fois dans les fournisseurs, il y a quand même un aspect où tu vois, tu rebosses avec les mêmes personnes, quoi. C'est sûr. On parlait d'affect tout à l'heure. En fait, le fait qu'il y ait de l'affect, il y a aussi des sentiments qui se créent avec le professionnel, mais avec la personne aussi en face de soi. C'est-à-dire que si tu rentres dans un bar et que le mec il te fait un cocktail super et que tu passes une bonne soirée, tu commences à avoir un peu d'ivresse, tu crées du lien avec la personne, etc. Forcément, il y a un affect qui s'est créé au lieu, à la boisson, mais il y a aussi un affect qui s'est créé à la personne qui t'a servi. Tu vois. Et d'où le métier de service, c'est que la personne qui te sert a un rôle tout aussi important finalement que ce que tu consommes aussi sur place. Et donc forcément, c'est hyper important. Des producteurs qui font du vin ou qui font des produits alimentaires, etc., tu crées un lien avec eux. Forcément, si après tu es amené à travailler dans une autre entreprise, tu te souviens de ces personnes-là, tu as envie de retravailler avec eux et donc tu gardes contact. Et j'ai un peu digressé, mais on voit beaucoup de plateformes se lancer dans la mise en relation entre les établissements, les entreprises et des personnes. Moi, j'avais l'habitude de bosser chez Malte, donc ces personnes-là, c'était plutôt des freelances, col blanc, plutôt des gens qui vont travailler dans des sièges, sur des fonctions RH, graphistes, dev, etc. Il y avait une plateforme qui existait aussi qui s'appelle Brigade et qui permettait de placer des gens dans des restaurants si c'était en manque d'effectifs. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un domaine, la restauration, où le staffing est un peu problématique parfois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et comment ça se passe au niveau de ton restaurant? Bah, ça, c'est vraiment ce qu'on entend un peu partout et c'est la vérité. Hein. Il y a un problème de valorisation de l'emploi. Et à partir du moment où tu as un problème de valorisation de l'emploi, tu as un problème à garder tes équipes. Et quand tu gardes pas tes équipes, forcément, il y a un turnover important qui est lié. Mais donc tu ne gardes pas tes équipes parce que le métier n'est pas valorisé et donc eux, ils font yo-yo entre un jour je bosse en restaurant et un jour je saute. Ou est-ce que ils sont tellement chassés parce qu'il y a tellement de postes ouverts que finalement ils passent d'un restaurant à l'autre facilement? C'est quoi la raison pour laquelle tu ne gardes pas tes équipes? c'est un peu les deux. Je pense que tu as un problème de projection.
C'est-à-dire que quand un équipier arrive dans le restaurant, il a du mal à se dire, OK, quelle peut être mon évolution? Genre aujourd'hui, je suis serveur, j'arrive avec tel salaire, telle responsabilité dans ce restaurant. Est-ce que les personnes qui m'ont recruté ont envie de me faire grandir ou pas? OK. Si oui, dans quelle direction? Et sinon, bah, en fait, je vais apprendre le métier pendant 6 mois, je vais connaître l'entreprise et après, dans 6 mois, en fait, j'aurai envie de quelque chose de nouveau, tu vois. C'est tout à fait légitime. Donc, il y a cette raison-là. Et après, la deuxième raison, c'est qu'en effet, il y a énormément d'offres partout. C'est-à-dire que si tu recrutes un mec aujourd'hui à un certain salaire et qu'il n'est pas satisfait et qu'il a le moindre doute sur sa compatibilité avec toi, bah, en fait, il peut pousser n'importe quelle porte de restaurant et tout le monde va le recruter. Et des fois, à des salaires bien plus élevés. Donc, ouais, il y a une vraie concurrence sur le marché. Après, en ce qui me concerne très personnellement et dans cet établissement aussi, on a la chance d'avoir donc l'image publique du chef qui attire quand même un certain nombre de CV. Et ce dont on parlait juste avant, les liens et le respect des autres, enfin voilà, les connaissances qui sont hyper importantes de garder. Ce qui fait que j'ai quand même un cahier d'adresse qui est quand même assez important dans mon téléphone. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui se recommandent les uns, enfin qui me recommandent les uns aux autres, et ça c'est cool. Vous savez qu'il y a souvent des mecs qui me disent tiens, t'as pas une poste de serveur dans ton resto, ou des mecs qui travaillent avec moi dans les anciens restos qui veulent me suivre dans le nouveau projet, etc. Donc j'ai jamais eu besoin de faire appel à Brigade, notamment, sur un service que je connais bien, etc. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très utilisé. Ouais. C'est un outil qui aide beaucoup de restaurateurs, qui facture aussi. Donc, c'est un service que tu payes cher, souvent. Donc, je préfère créer des groupes WhatsApp, inviter des gens dessus, dire aux gens d'inviter d'autres gens dessus et finalement avoir un cercle vertueux autour de moi qui favorise un recrutement plus sain, je trouve. Ouais, très clair. Ok. Je pose souvent la question de savoir, au-delà des plus et des moins du job, des qualités qu'il faut avoir pour occuper ton rôle aujourd'hui. Est-ce que tu peux me citer quelques qualités qu'il faut avoir absolument pour prendre ta position? Une des premières qualités, et ça c'est, je le dois à mon père en grande partie, qui était aussi chef d'équipe dans le boulot dans lequel il l'avait. Je pense que l'exemplarité c'est hyper important. Mais ça c'est important, je pense, dans mon boulot, mais dans n'importe quel boulot. C'est-à-dire véhiculer des valeurs fortes à ses équipes, mais les respecter soi-même. Je pense que c'est le b.a.-ba du management. Et après, il y a aussi une deuxième qualité qui est de savoir un peu résister à la pression et de ne pas se laisser trop submerger par ses émotions. Parce que c'est vrai qu'on est quand même... voilà, il y a des pressions qui viennent un peu de tous les côtés dans le restaurant. Que ce soit de la part des équipes, que ce soit de la part des patrons propriétaires, que ce soit de la part des clients, évidemment. Il y a une pression qui est un peu concentrée sur toi. Et c'est vrai que si tu te laisses submerger par les émotions sans arrêt, que tu doutes des choix que tu prends, etc., ça te freine dans tes prises de décision et c'est pas forcément positif. Donc savoir un peu prendre du recul, regarder un peu les choses de manière plus ou moins objective et te dire ok, là on avance, ça c'est bien, c'est une bonne décision, ça plaît pas forcément à tout le monde, forcément quand tu prends des décisions ça plaît pas forcément à tout le monde, mais tu restes sûr de toi, t'avances. En fait ce qui est fou c'est que mes qualités sont certainement hyper différentes d'un autre directeur de restaurant. Tu vois. C'est en ça que la question est compliquée. C'est vrai, je te demande pas de me sortir une vérité générale sur le directeur de restaurant. Il faut absolument qu'il soit ça, ça et ça. Sinon, j'irai sur LinkedIn et je regarderai. Moi, je veux juste savoir, toi, Julien, dans le fait d'avoir occupé ce rôle, genre, c'est quoi les qualités que tu as et qui te permettent de naviguer dans parfois une merde déchaînée. Tu arrives au restaurant et il n'y a rien qui va. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. S'il y a un frigo qui tombe en panne, c'est un truc qui explose en vol, s'il y a un mec qui a pas bien, qui s'ouvre la main en plein service, tu fais comment, tu vois? Bah, tu t'adaptes et forcément tu as forcément un besoin d'une capacité d'adaptation importante et de pas paniquer quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait le stress que tu reçois ou cette pression dont on parlait juste avant, etc., tu essaies de la concentrer, tu essaies de la prendre, de l'analyser, de l'intérioriser et de pas la véhiculer à tes équipes quoi. Si tu commences à rapporter du stress aux autres, en fait tout va s'écrouler. C'est un peu comme un château de cartes avec une structure assez fragile et si toi tu apportes de la fragilité à la structure, tout s'écroule quoi. Ouais, bien sûr. Sauf que, à mon avis, dès qu'il y a un problème, tout le monde se tourne vers toi et te regarde, quoi. Exactement, ouais, t'as ce côté un peu... Et donc, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que c'est très valorisant. Et donc, tu te sens vraiment utile au bon fonctionnement de l'entreprise, etc. Et entre guillemets, important, si tu veux. Et en même temps, si tu prends pas la bonne décision, tout le monde, que ce soit les jeunes serveurs qui viennent d'arriver dans l'équipe ou alors tes patrons, ils te disent « Ah, t'as pas pris la bonne décision » et on te remet tout de suite en question. Donc, être sûr de soi, l'exemplarité et pas véhiculer la pression aux autres, je pense que c'est les qualités qui font un bon manager. Je pense que je pourrais digresser pendant genre 30 minutes sur ces qualités-là et le fait d'être manager, parce qu'avoir une équipe de 13, plus 9, 22 personnes, plus 2 comptables, plus j'imagine des relations fournisseurs, tu as des gens qui sont managers à ce niveau-là, à ton âge, il en existe très peu. Et du coup, c'est vraiment un métier à part entière, tu vois, de manager quelqu'un. Et souvent, tu es contributeur, très bon contributeur dans ton évolution logique, tu deviens manager. On te dit un peu, bon, tu as été bon contributeur, maintenant tu vas être manager, ça va bien se passer. Et tu te retrouves à des qualités que tu n'as pas forcément acquises, et que tu dois développer un peu sur le tas. Évidemment que tu fais des erreurs, tu n'as pas les bons rituels, tu n'as pas les bonnes méthodos. Et du coup, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'avoue qu'il y a un monde où il faudrait que j'interviewe des managers sur parlez-moi de ce que vous faites et ce qui fonctionne bien.
ce que vous avez fait et que t'es une catastrophe absolue. Et du coup, genre, t'es dans la mise à disposition de ce savoir-là. Tu vois, tu peux écouter, tu peux te dire, ah putain, lui, il a un rituel. Lundi, il fait ça. Ouais. Il faudrait que je fasse ça, je pense, à un moment. Non, c'est hyper complet. Et puis je pense que tu l'as très bien dit, mais le rôle de manager, en fait, tu te formes à être manager, si tu veux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui dans le resto. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as des gens qui débarquent dans la restauration, c'est des bons serveurs. On leur dit, bon, maintenant, tu as été un bon serveur, tu vas devenir un bon manager. Mais c'est pas du tout le même métier. Tu vois, c'est-à-dire que gérer des humains, les accompagner, etc., est une problématique tout autre que gérer un rang, prendre ses commandes. Et Même si tu es devenu crédible en faisant et que les gens vont regarder, en fait, ah, il était bon serveur. ouais, bien Ouais. sûr. Même si tu as ça, tu as ce côté-là qui est indéniable. À ce niveau-là, c'est une question que tu m'as pas posée, mais à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été formé en Angleterre pendant quelques temps et il y avait cette formation sur le management qui était très importante, qui était au milieu même du projet. Tu vois. Ok. Et chose qu'on retrouve pas forcément dans la restauration en France, dans des structures plus bistrot, qu'on peut retrouver dans de l'étoilé, dans des grosses structures avec beaucoup d'argent, mais dans des plus petites structures avec des patrons indépendants, etc. On n'a pas vraiment le temps, on n'a pas vraiment l'argent pour former les gens à devenir des bons managers. Donc il y a cette espèce de formation qui se fait un peu sur le tas qui est des fois très bonne, parce qu'il y a des bonnes valeurs d'entreprise, et des fois un peu caduques ou voilà, un peu branlantes. Et tu te retrouves avec des managements un peu, un peu compliqués, quoi. Ouais. Tu entends plein d'exemples de mecs qui travaillent dans la restauration, qui ont des managers compliqués, qui ont subi de l'harcèlement au travail ou des horaires pas possibles, des horaires supplémentaires non rémunérés ou des environnements de travail qui sont pas forcément très simples. Et c'est ce qu'on essaye de lisser avec Bonador. C'était ma question de fin, cette partie 1, c'est est-ce qu'il y a des choses justement qu'on n'a pas couvertes? Tu vois, moi je te pose des questions un peu, mes questions de base, entre guillemets, pour qu'on puisse dresser un peu le portrait robot de ta fonction. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à dire aujourd'hui? D'autres? Oui, il y a plein de choses qui sont importantes à dire. Après, je pense que chacun a besoin de se faire son expérience, mais il y a moi, ce qui me fait vivre au quotidien quand même, parce qu'on a beaucoup parlé du poste de directeur, du rôle très opérationnel, de cette espèce de pression un petit peu centralisée, etc. Mais il y a quand même un aspect de notre métier qui est quand même excitant et que je n'ai jamais retrouvé avant, c'est quand même la passion, tu vois, et cette espèce de pic d'adrénaline quand tu reçois tous tes clients, que tout le monde passe un bon moment, que tout est rodé, que tu vois, tout est bien huilé, ça fonctionne bien, tes équipes sont contentes, tu as le retour un peu de tout le monde et ça, j'ai rarement retrouvé ça ailleurs. Tu cuisines des bons produits, tu reçois des producteurs de vin, tu fais des dégustes, tu reçois des producteurs de viande, tu fais des dégustes. On a quand même un métier qui touche à la passion et tu rencontres des passionnés à longueur de temps. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure d'un salon que je vais faire demain, là, le live whisky, etc. Où en fait, j'y vais, oui, pour boire un coup avec des amis, etc. Et passer un bon moment, mais tu y vas aussi parce que tu rencontres des gens qui produisent des choses quand même, pour certaines, exceptionnelles. Et c'est ça que j'aime le plus, tu vois. En fait, tu as un vrai partage. Et ça, c'est hyper important de le dire. C'est-à-dire que oui, il y a des horaires un peu compliqués, oui, il y a de la pression, oui, il y a un besoin de rentabilité qui est important, etc. Dans certains lieux, tu as de l'exigence aussi, que ce soit sur la tenue, sur la propreté des lieux, Enfin, tu vois, c'est quand même... les restaurants, on laisse rien passer, tu vois, dès qu'il y a un peu de choses qui sont moins bien faites, les gens vous tombent dessus, il y a des avis tout de suite qui tombent, il y a des... Enfin, c'est très... Ouais, il y a une certaine pression. Mais à côté de ça, en fait, tu as quand même... un plaisir, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai un énorme plaisir à faire vivre des lieux comme ça, à recevoir des gens et à partager, quoi. Donc ça, c'est important de le dire quand même. Trop cool. En fait, c'est pas vraiment un métier, tu vois. Genre, moi, j'ai toujours adoré recevoir des gens à la maison. Et on a des personnes qui peuvent en témoigner autour de nous. Et en fait, recevoir des gens dans un restaurant, oui, je suis payé pour le faire. Et oui, il y a des demandes qui me sont faites, mais c'est quand même, avant tout, quand même, le plaisir de faire vivre le lieu et d'être un bon hôte, quoi. Alors, Phase 2, sur le parcours. Ouais. Clôture avec la phase 1 sur le métier. Sur le parcours, souvent, je te pousse à démarrer, tu vois, sur 15 ans, 16 ans, tu vois. Un truc, c'est pas trop lointain, mais un peu quand même. Quand t'es bien sûr de toi et que tu sais que tu vas aller, quoi. Exact. En fait, pour tout te dire, le podcast s'adresse à une population qui va osciller entre 16, 35, 40. Une population qui va être soit en phase d'orientation pure, pas d'infos. J'accède avec ce podcast à l'info, une info qui est brute, tu vois, un peu qui, au-delà de LinkedIn, au-delà de ce que tu peux lire et ce qui peut être valorisé, tu vois, un peu par des mots un peu chiadés sur LinkedIn. Et des gens qui sont en réorientation, soit qui ont fait un premier choix, un deuxième choix et qui ont envie de se réinventer. Donc j'ai envie de voir, tu vois, c'est pour ça que je commence à 15-16 ans. Tu vois, toi, t'as 15-16 ans, t'es où? Tu fais quoi? Tu me dis quoi? T'es où déjà à 15 ans? Moi, j'étais au lycée, ouais. J'étais au lycée dans le Bordelais, à 15-16 ans. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire de la cuisine. J'ai un grand-père, comme tu l'as dit au début du podcast, on est chez moi.
Là, il y a une petite photo, c'est mon grand-père qui était restaurateur en Charente, avec un restaurant qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle La Ribaudière, Qui est plus dans la famille? qui est plus dans la famille, ouais, D'accord. et qui est même un restaurant étoilé aujourd'hui. Excellent. Et donc voilà, papy cuisinait tout le temps. Et c'est séparé de ma grand-mère qui, elle aussi, avait des restaurants. Tu vois. Donc en fait, depuis tout petit, j'ai baigné un peu dans le milieu de la restauration. Et je voulais vraiment être cuistot, donc je fais une seconde générale. Ça se passe pas très bien. C'est ça mon point, Donc, c'est que généralement, quand tu veux être cuistot, t'as pas besoin de faire une seconde générale ou une Non. générale. Ok. non, mais j'avais une petite pression parentale en mode pars pas tout de suite dans le pro. Fais des études générales, on sait jamais, tu risques de changer d'avis, tu vois. Alors qu'en fait, il y a eu zéro changement d'avis. Genre, quand j'étais petit, j'avais mon tablier autour du cou et je faisais des gâteaux et je voulais être cuistot. Et quand j'avais 15-16 ans, je voulais toujours être cuistot, donc j'avais pas de doute sur ça. Donc seconde générale, ouais, un peu, pas forcé non plus, mais c'était bien. Ça m'a apporté un cadre, mais ça se passait pas très bien, j'étais pas forcément le meilleur élève. Et au lieu de me faire redoubler, j'avais une prof trop cool qui m'a conseillé de faire une STG. Ok, donc tu fais seconde générale et après, donc première et terminale. STG, STG. qui se passe pas très bien non plus. Mais l'avantage, c'est que j'ai pas redoublé. Donc en fait, l'idée, c'était que je sorte le plus vite possible du lycée, tu vois, que je parte. Je pense que redoubler ma seconde n'aurait pas été utile. Donc je fais première, terminale. Je finis quand même à avoir le bac correctement. Et je pars en BTS. Souvent, effectivement, quand on fait redoubler quelqu'un, c'est qu'on se dit, bon, il y a eu Ouais. un acquis de connaissance qui n'était pas suffisamment bon pour passer à l'étape d'après. Mais si on le fait redoubler, c'est qu'on m'a laissé dans cette voie un peu générale. Alors que toi, tu savais au fond de toi que tu étais en train de faire plaisir à tes parents, Ouais. mais que tu voulais sortir de ce cadre un peu. Ouais. J'avais envie d'apprendre le métier le plus vite possible, tu vois. Et donc l'idée, c'était de me lancer, quoi. Donc BTS, là, j'étais hyper accompagné. Il y avait des super profs. Ça s'est passé à Talence, donc en banlieue de Bordeaux. Attends, juste pardon, tu finis ton cursus STG du coup, Ouais. et tu te bats avec tes parents à 18 ans, tu fais quoi? Non, non, il faut pas. Non, non, me battre, c'est un peu. Non, C'est le j'étais mot. pas en opposition vraiment. En gros, si tu veux, c'est que j'étais un élève qui était un peu. Tu sais, le genre d'élève un peu chiant qui parle tout le temps en cours, tu vois. Ouais. Et je pense que mes patrons étaient. Tes parents. Mes parents étaient pas forts. Je me battais pas avec mes parents, juste, ils avaient besoin, entre guillemets, de me faire comprendre que me spécialiser trop tôt, c'était peut-être me fermer des portes, tu vois. Et au final, aujourd'hui, la formation que j'ai pu avoir en STG me sert au quotidien parce qu'on faisait quand même des petits process de gestion, etc. Il y avait un peu de comptabilité qu'on faisait à l'époque, etc. Un peu de marketing aussi. On apprenait comment rédiger des contrats, etc. Enfin, des choses que j'aurais pu apprendre éventuellement après, mais c'était quand même hyper concret. Et en fait, c'est des outils dont je me sers aujourd'hui au quotidien, tu vois. Donc, j'étais pas en opposition avec mes parents et je me battais pas vraiment avec eux. Juste, depuis tout petit, je disais que je voulais être cuistot. Après, la troisième, je me suis dit, bon, ça y est, je vais être cuistot. Et en fait, ils m'ont juste dit, écoute, fais encore 2-3 années de lycée général et après, tu feras ce que tu veux. Et donc, après le bac STG, en effet, j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Donc là, c'était déjà défini. J'allais aller faire un BTS en restauration avec la spécialisation cuisine. Donc moi, je finis mon BTS en bac plus 2, après une année de maths, donc bon, 3 ans après le bac, mais un bac plus 2, en tant que cuisinier. Vraiment, Ok. cuisinier, spécialisé dans les poissons. Donc ça, c'était ma première casquette, ça c'était mon premier métier. Et je faisais ce métier à Bordeaux, dans un restaurant qui s'appelait Le Petit Commerce, où je passais mon temps à décarcasser des poissons, lever des filets, ouvrir des huîtres et cuire des langoustines, quoi. Ça, tu fais ça après les 3 ans de BTS. BTS, c'est Ouais, et pendant aussi. pendant. Parce Les week-ends pour payer un peu parce que j'allais dire le loyer, mais pas du tout. C'était mes parents qui m'ont payé un peu les sorties et des trucs comme ça, quoi. BTS, c'est une formation purement académique. BTS, c'est. Ouais, en fait, tu as plusieurs options, mais moi, je l'avais fait en purement académique, quoi. Tu peux le faire en alternance. Et en purement académique, en fait, tu faisais ton année à l'école. Et après, tu partais 3 ou 4 mois, je me souviens plus trop, en stage. Ok. Et quand t'as dit, t'es allé un peu vite sur. Normalement, c'est 2 ans de BTS, mais j'ai fait une année de MAN. Ouais, c'est l'année de man, c'est la mise à niveau que tu fais quand tu viens d'un bac général. Tu fais une année où tu passes en revue un peu les années de bac pro, quoi. Donc en fait, une personne qui aurait fait un parcours bac pro arrive en BTS après son bac pro. Et toi, pour éviter d'avoir trop de retard sur toutes les parties, notamment pratiques et professionnelles, donc cuisine, service, connaissance du vin, etc., puis tu fais une année de mise à niveau où tu fais un espèce de bac accéléré, une espèce de bac pro accéléré. C'est vrai que c'est un monde que je découvre. En fonction de d'où tu viens, des parents que tu as, des cursus que tu as fait, tu vois, tu connais plus ou moins, tu as les voies possibles. Moi, la voie bac pro, c'est pas une voie qu'on m'avait présentée à l'époque. Donc, toi, tu as fait mise à niveau, donc bac STG, mise à niveau BTS, 2 ans. Tu sors de ce BTS-là, tu as 21 ans, 3 ans après 18 ans. Ouais. Ok. Et là, tu lèves toujours des filets. Bah non, là, je me barre. Et là, je pars à Londres à ce moment-là.
En fait, je levais des filets avant, surtout les week-ends et pendant les périodes de vacances, etc. Et là, donc c'est en 2014. Pourquoi tu pars dans le poisson? Parce que j'adorais ça. C'est que ça. Ouais, j'adore ça. Franchement, en fait, j'adorais cuisiner. Et puis j'ai fait des expériences dans des restaurants où en fait il y avait une spécialité poisson. Et en fait, moi, encore une fois, j'avais pas le profil d'un mec qui était le plus sage, si tu veux. Donc en fait, j'aimais bien avoir mon espace de liberté, si tu veux. Et en fait, dans des restaurants où tu as une spécialité poisson, tu as une partie qu'on appelle l'écaille. Et la partie écaille, en fait, dans la cuisine, c'est une partie qui est un petit peu séparée du reste de la cuisine avec tout ce qui va être plaque de cuisson, four, etc. Là, là, où la nourriture chaude, entre guillemets, est produite. Et l'écaille, c'est un endroit où tu reçois la marchandise brute et tu passes ta matinée en fait à préparer le poisson pour que les cuisiniers après puissent les préparer. Et en plus de ça, c'est toi qui fais aussi les plateaux froids. Donc tout ce qui va être plateau d'huîtres, crevettes, etc., etc. Donc tout de suite, tu as ton indépendance. Tu vois. Et moi, c'est ce que je recherchais. Tu vois. Donc c'était pas un métier de cuisinier à proprement vrai. On appelle ça d'ailleurs un écaillé. Mais c'est là où en fait je m'éclatais de fou parce que j'avais mon petit bureau entre guillemets, tu vois, avec ma chambre froide, ma petite plaque pour faire cuire mes crevettes et mes bulots, mon poste de travail où je faisais mes huîtres et mes poissons. Et j'ai beaucoup aimé toucher le produit et il y a une vraie technique de fileter un poisson. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu te vois progresser, tu vois. Genre, t'essaies d'aller de plus en plus vite, de laisser de moins en moins de chair sur les arêtes et tout. Et en vrai, il y avait un truc satisfaisant à faire ça. J'ai été bien formé. J'ai eu la chance d'être formé à Cap-Breton pendant 4 mois de stage par des mecs qui ont fait ça toute leur vie. Et c'est vrai que j'aimais bien le geste, j'aimais bien le produit, j'aimais bien la fraîcheur du lieu, j'aimais bien... voilà, et j'aime les manger aussi. Donc je me suis naturellement spécialisé dans l'écaille et le poisson. Et après, tu pars à Londres. Pourquoi? Pourquoi tu pars à Londres? C'est quoi le pivot qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour te dire, genre, après mon BTS, boum, Londres? Mais là, ça fait un peu démago parce que je pense que ça fait écho à mes fonctions d'aujourd'hui. Mais en réalité, c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure sur les parcours carrière et sur les motivations de chacun à faire ce métier. Tu vois. Et en gros, quand je suis parti à Londres, je me suis dit, bon, déjà, je voulais apprendre la langue. Ça, c'est évident. C'était bien payé aussi parce qu'à l'époque, on était carrément plus au-dessus que l'euro. Mais il y avait aussi ce truc de... Je trouvais qu'en France, il y avait un problème où j'étais jeune, j'étais plutôt bon à l'école, etc. Et pourtant, personne ne me proposait quelque chose de très intéressant. Tu vois. On me proposait de rester dans cette écaille-là, donc au petit commerce à Bordeaux. Non, j'avais pas envie de ça. Tu vois. J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie qu'on me valorise, qu'on me pousse à faire plus de trucs, etc. Donc je suis parti à Londres. En fait, à la base de la base, pourquoi je vais à Londres? C'est parce que je finis mon BTS, je travaille dans ce restaurant, le petit commerce, je suis avec un cercle d'amis de la restauration avec qui on passe notre temps à sortir dans les bars des uns des autres, etc. Et en fait, j'ai plus envie de ça et je pars à Londres en fait un peu par opposition avec ma vie actuelle à Bordeaux pour me mettre en danger, arriver dans un nouvel environnement que personne ne me connaisse et pouvoir continuer mon développement personnel et professionnel. Et Londres, c'est une ville qui à l'époque est économiquement intéressante. Et il y a aussi un management à l'anglo-saxonne qui est différent, notamment dans la restauration qu'en France, où il y a c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au boulot que j'ai fait aujourd'hui, c'est où il y a des vrais parcours carrière qui sont proposés, où il y a des vrais accompagnements, parce que les structures, généralement, notamment à Londres, c'est pas forcément vrai dans toute l'Angleterre, mais notamment à Londres, où les structures ont plus d'argent et où l'humain est un peu plus valorisé. Donc c'était vraiment mes motivations initiales quand je suis parti à Londres. Tu vois, c'est en creusant un peu, hyper intéressant. Donc le pourquoi je l'ai, le comment. Est-ce que au moment où tu vas à Londres, tu avais déjà un point de chute ou pas? Non, zéro. En fait, Tu débarques à Londres comme ça? ouais, mais vraiment, premier degré, j'avais un bon copain, Ulysse, qui était en BTS avec moi, qui avait aussi envie d'aller à Londres. Et en fait, c'est plutôt lui-même aussi qui m'a un peu forcé la date, en gros, parce que lui avait déjà réservé une auberge de jeunesse à Arsenal, donc dans le nord de Londres, juste à côté du stade. C'était cool. Et C'était les belles années d'Arsenal il y a 10 ans. non, c'était compliqué. Si, je crois que c'était là où il y a eu le retour de Thierry Henry. Ok, il met un but, Le premier match. premier match, but, le même but que tout le temps. Mais c'était compliqué, ouais. C'était les années d'Arsenal un peu compliquées. Après, j'avoue que j'ai jamais trop suivi Arsenal. Moi, j'aime plutôt Liverpool en vrai. Ok. Donc, c'était des années un peu compliquées. Et après, Liverpool a bien percé. Mais ouais, donc c'était cool. Mais c'est un peu Ulysse qui m'a poussé à aller à Londres à cette date précise. Donc, c'était en novembre 2015. On est en septembre 2024. Ouais, Il y a 9 ans. il y a 9 ans. Je vieillis doucement. Ouais, doucement. Je suis désolé. Novembre 2015, ou octobre 2015, on arrive là-bas. Et non, j'avais 0 point de chute, quoi. Donc, on se pose à l'auberge. Moi, j'avais à peine 1000 balles, je crois, sur moi. Et encore, je crois, ouais, même moins. Donc, on avait de quoi payer quelques nuits. Et dès le lendemain, on y va avec CV. Moi, je vais dans tous les restaurants de poissons. Je balance un CV. J'ai eu un essai dans un restaurant qui s'appelait
Brown's Brothers à Spitalfield. Et c'était un restaurant de mecs fanatiques du poisson où tu avais un espèce de bar à huîtres face aux clients. En gros, tu rentres dans le restaurant, tu t'assois comme si tu t'assois dans un bar normal, tu vois. Sauf qu'en fait, au lieu de te servir des cocktails, derrière, tu as des viviers. Des viviers, c'est des espèces de bacs d'eau salée de mer, tu vois. Et dedans, tu as des huîtres et des crabes et des langoustines et tout ça. Et là, qui sont là, bon, alors, je vais te prendre 2 crevettes, tu vois, et tu les ouvres devant eux, tu les prépares et tout. Ça, c'est en plein Londres, ça. Ça, c'est en plein Londres. Spitalfield Market, t'es en plein Londres, t'es juste à côté de Tottenham Court Road. T'es vraiment dans le centre-ville. Et la formation française est valorisée à Londres. Quand tu pousses un CV, tu marques ton CV que tu as fait. Donc, ton bac, ton MAN, ton BTS, que tu étais au petit commerce à Bordeaux en tant que cahier. Et ça, c'est valorisé. Bon, ce qui était surtout valorisé, c'était le côté cahier à Bordeaux. D'accord. Le parcours scolaire dans la restauration, mais même moi aujourd'hui qui recrute des personnes, je t'avoue que le CV, c'est pas ce que je regarde le plus. J'essaie de faire un entretien avec la personne assez rapidement parce qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est ses motivations actuelles. Parce que de temps en temps, dans la restauration, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas forcément un CV de restauration. Et donc, en fait, si tu te bases sur le CV, le mec, il a peut-être 0 expérience, mais en fait, il a un cerveau qui est bien fait, il a de la volonté de bien faire, etc. Donc, en fait, tu sens qu'il va pouvoir t'apporter quand même quelque chose et qu'il va pouvoir assimiler les process assez rapidement. À l'époque, tu vois, c'était un peu ça. Je pousse la porte du resto, je suis avec un petit papier, je lui donne. Le responsable, il me regarde, tu vois, il me dévisage de haut en bas, il me dit ok, t'as une bonne gueule, demain t'es là, tu sais ouvrir des huîtres, ouais, bah vas-y, demain t'es derrière le bar. Et voilà. Et j'ai été formé, il y avait un mec d'Afrique du Nord, je me souviens plus du pays, et je me souviens plus de son prénom, mais c'est un Français qui était là-bas, qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a montré tout l'envers du décor, tout le restaurant, etc. Et c'était trop cool, ouais. J'ai passé quelques mois là-bas, et c'était cool, c'était une bonne expérience. Tu parlais anglais? Tu t'es présenté la première fois? Un peu, je pense, comme tout mec qui s'intéresse un peu aux films et tout, tu vois, genre je regardais quelques films sous-titrés, etc. J'ai des cousins qui sont en Californie, donc on avait fait un voyage aux États-Unis. Dire que je parlais anglais, je sais pas, j'ai toujours bien aimé parler. Donc après, peu importe la langue, tu vois, que ce soit en anglais ou en espagnol, j'avoue que j'ai pas de notion d'allemand, mais non, oui, je pouvais parler un petit peu anglais, mais j'avais pas forcément tous les termes techniques, etc. Tu vois. Genre me présenter, dire bonjour, prendre une petite commande vite fait, mais je baratinais un peu. Ok. Donc, tu arrives et donc assez vite, en fait, tu trouves un poste. Ouais, hyper vite. Ouais, on est arrivé, je crois, un jeudi ou quoi, et mon essai c'était le samedi, ouais. Non, hyper vite. Mais ça, c'est toujours un peu le cas quand même dans la restauration, tu vois. Regarde, il y a une fille qui, pas plus tard que la semaine dernière, une fille qui passe au resto, elle laisse un CV, elle a déjà fait 2 essais, enfin, elle a fait un essai concluant, et là, elle va refaire un deuxième essai la semaine prochaine, tu vois. Sur quel poste? Poste de chef de rang, hein, serveuse. D'accord. Donc ça va quand même toujours aussi assez vite. Excellent. Tu valorises quoi, du coup, quand tu vois une personne, tu disais tout à l'heure que tu valorises le fait d'avoir la tête bien faite, en fait, dans la discussion, dans l'échange que tu vas avoir, Exactement. que tu sens si la personne elle va pouvoir fitter avec le rôle, le lieu et les équipes, j'imagine. Ouais. Et avec ce que tu as envie de mettre en place aussi. Il y a des gens, des fois, ils arrivent, ils sont hyper qualifiés, tu vois. Ils ont travaillé dans énormément de restaurants, ils peuvent te porter 4 plateaux en même temps, 6 assiettes, les mecs, c'est des machines du service, tu vois. Et pourtant, tu les rencontres, et c'est pas forcément ce profil-là que dans la structure dans laquelle je suis aujourd'hui, on valorise vraiment, tu vois. Moi, je préfère avoir quelqu'un à qui tu dois apprendre un peu le b.a.-ba du service, tout ce qui va être très pratique et très manuel, ça s'apprend finalement, tu vois. Mais qui a une bonne attitude et qui a, tu vois, l'envie d'être là finalement. Plutôt que quelqu'un qui a déjà tout ce côté très manuel et tout, mais qui a pas forcément l'attitude que tu recherches, tu vois. Donc moi, ce que je recherche vraiment, c'est une rencontre avec quelqu'un et c'est ses motivations et c'est ce qu'elle a envie de faire avec toi, tu vois. Pas quelqu'un qui... Je cherche pas un produit fini, tu vois. Et t'as pas une adresse mail, contact, Si, on a aussi, bien sûr. Tu Ouais, reçois les CV en ligne. ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu les considères ou tu demandes vraiment aux personnes de venir te rencontrer? Pareil, il y a un premier tri qui est fait sur les CV. Et après, une fois que les CV sont dans une banque de données, on les invite à vite passer au restaurant. Ça prend pas très longtemps le recrutement dans la restauration. On a l'avantage d'avoir des périodes d'essai de 2 mois qui nous permettent d'avoir, voilà, si le mec fait bonne impression au début et qu'après on se rend compte qu'il n'est pas viable sur le temps, on est quand même assez protégé avec ces périodes d'essai-là. Donc les recrutements se font assez vite. D'accord. Donc tu trouves un poste assez vite, du coup, à Londres, et c'est un poste que tu vas occuper pendant combien de temps? 4 mois, 4 mois, ok. à peine, si, 4 mois, ouais. Pourquoi? Parce que j'étais toujours un peu ce profil qui me suit là depuis que je parle de ma scolarité, un peu voilà, un peu nonchalant, un peu genre la vie c'est facile, tu vois. Genre je fais mes études, j'étais à 2 doigts de redoubler la seconde, finalement je redouble pas la seconde parce que voilà, Julien il redouble pas sa seconde, tu vois. Je passe mon bac et puis je vais en BTS comme je voulais, le BTS ça se passe bien, sans me forcer plus que ça, tu vois. J'ai toujours eu un peu la moyenne et tout partout. Je trouve un boulot au petit commerce, j'étais payé à l'époque, hein, c'était quasiment 2000 balles par mois, tu vois. Franchement, c'était une boîte qui tournait de fou. Moi, j'avais 18 ou 20, enfin presque 20 ans. Je travaillais les week-ends.
À la fin, j'ai fait mes derniers mois là-bas avant de partir à Londres et tout ça. Quand tu reçois des chèques comme ça, tu dis, mais en fait, la vie, elle est facile, tu vois. Genre, j'ai jamais eu besoin de me faire mal, tu vois. Donc là, j'arrive à Londres, je trouve un boulot le lendemain, je commence à travailler. En fait, j'avais une attitude qui n'était pas forcément propice à s'inscrire dans le temps, tu vois. Genre, je commençais à travailler, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, et puis petit à petit, naturellement, je commençais à rater des jours de boulot, tu vois. Pas prévenir quand je venais pas, arriver en retard, pas venir du tout pendant 2 jours. Petite anecdote dans ce boulot. Vendredi, je devais être en poste, un vendredi soir. Puis il y avait une super soirée avec des copains, etc. Nan. Je rate ma journée de boulot. J'y vais pas. J'appelle pas. Les mecs m'appellent. Mon téléphone sonne toute la soirée. Je réponds pas. Le samedi, méga gueule de bois, je vais pas au taf, tu vois. Et le dimanche, c'est mon père qui m'appelle. Parce qu'en fait, le boulot était si inquiet qu'ils ont appelé mes parents. Enfin, tu sais, mon numéro d'urgence que tu mets pour demander s'ils avaient des nouvelles de moi, tu vois. Et donc là, ça a commencé à être un mytho de j'avais pas ma carte de transport, je sais pas quoi, ou j'avais plus de sous pour remplir mon téléphone. J'étais ce genre de profil, quoi. Chose qu'aujourd'hui, je regrette énormément parce que quand maintenant c'est moi qui ai affaire avec ce genre de profil, ça me pénalise dans mon organisation. Donc je le regrette, mais voilà, c'était un peu. Donc c'est pour ça que je garde pas le boulot. Il se sépare de moi assez rapidement, finalement. Ok, et je te pose pas la question maintenant de savoir ce qui a été le point pivot entre t'étais ce profil et tu l'es plus aujourd'hui. Je pense qu'on va y venir logiquement, quoi. Donc on continue, au bout de 4 mois, du coup, en fait, tu fais faux bon une fois, 2 fois, tu réponds pas au téléphone, un mytho entraîne un autre, ça se passe pas jusqu'au bout parfaitement bien. Mal. Ça se passe mal, Ouais. ok. Je voulais pas. Mal. Mal, ok. Donc au bout de 4 mois, octobre, novembre, décembre, je sais pas, janvier, début d'année d'après, tu pars. Ouais. Tu restes à Londres. Ouais. Pourquoi tu prends la décision de rester à Londres? Parce que j'étais bien et parce que quand t'es à l'étranger, je trouve qu'il y a un truc aussi où quand t'es pas trop sûr de toi, que t'es pas forcément fiable, que t'es un peu, tu te cherches un peu, le fait d'être à l'étranger, ça t'apporte une espèce de carte d'immunité un peu, où les gens savent pas trop ce qui se passe, tu vois. Et ça c'était très rassurant. Tu vois. Genre dès que je rentrais en France, tout le monde était ah il est rentré en France, c'est trop cool. Et vraiment ce truc très positif de je rentre en France et tout le monde était hyper content de me voir et tout. Et dès que tu leur parlais un peu de Londres, tu pouvais leur dire un peu ce que tu voulais. Il y avait personne qui pouvait savoir ce qui se passait vraiment, tu vois. Donc en fait, j'avais une espèce j'avais un confort un peu. Londres m'apportait une protection vis-à-vis des autres, mais je pense surtout vis-à-vis de moi-même. Mais voilà pourquoi je suis resté à Londres, parce que j'étais bien finalement dans cette espèce de zone d'ombre un peu où les gens savaient pas trop, pouvaient pas trop voir ce que je faisais, quoi. Ouais. Et dans les 4 mois, tu étais toujours en auberge jeunesse, tu avais trouvé un. Là, j'étais toujours en auberge de jeunesse. Ouais. Pendant 4 mois, Ouais, mais c'était la dinguerie. Ouais. On faisait des énormes soirées tout le temps, on était 12 par chambre. J'ai rencontré plein d'Italiens, plein de Polonais, quelques Français. Ouais. 4 mois, tu restes dans la même auberge jeunesse. Ouais, même chambre, même lit. Une chambre de 12. Ouais. Et à la fin, j'avais mes petites habitudes. Enfin, non, vraiment, moi, en vrai, de vrai, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai été un peu scout quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup de cousins et tout, donc les dortoirs et tout, on connaît. Et en vrai, non, moi, j'étais bien. Vraiment, j'avais mes petites routines, tu sais, genre, mec, t'as l'impression qu'il fait abstraction du reste. Il est là, il se lève, il fait sa petite douche, son petit déjeuner, alors que vraiment, t'as le zbul autour dans la chambre et tout, et c'était cool. Ouais, la petite difficulté quand tu restes longtemps dans une auberge jeunesse, c'est que tu as des gens autour de toi qui vont et viennent, et du coup, le fait de créer des relations sur le long terme alors que toi, tu es installé, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ouais, mais il y avait un noyau dur de mecs qui sont restés un peu dans l'auberge et avec qui on a emménagé ensuite par la suite. D'accord. Dans un appartement. D'accord. Donc tu quittes ce premier poste, et donc tu repars avec tes CV à la main pour postuler ailleurs. Exactement. Et cette fois-ci, on parlait tout à l'heure rapidement un peu des points négatifs. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que pour moi, ça n'a jamais vraiment été un point négatif, mais il y a un peu les horaires, tu vois. C'est vrai que dans la restauration, les horaires, ça peut être un peu compliqué, tu vois, de fermer un restaurant à minuit et demi, d'être chez toi tous les soirs à 1h du matin et ça. Donc à ce moment-là, tu vois, j'étais en mode, bon, il me faut un nouveau boulot, j'aime le poisson, mais j'ai plus envie de travailler le soir pour pouvoir être avec mes copains de l'auberge de jeunesse. Donc j'ai trouvé un boulot dans une poissonnerie de quartier. Et c'était du 7h, 17h tous les jours, à préparer des poissons, couper du saumon fumé et accueillir des petites mamies de St. John's Wood, qui est un quartier assez cool à côté de Green Park. Et c'était cool, ouais. Et donc je vais là-bas, je vois qu'il y a une poissonnerie, je fais différentes poissonneries dans Londres et je vais chez eux et puis ils m'ont embauché aussi assez rapidement. Donc ton rêve lié à ton papy, c'est d'être cuistot. Tu es en train d'aligner les étoiles pour devenir cuistot, mais jusque-là, t'as pas été cuistot. Non, l'expérience que j'ai pu avoir là, Brown Brothers, là, il y avait quand même une brigade, il y avait quand même une cuisine, il y avait une organisation, il y avait un chef de cuisine, tu vois. Moi, je faisais la partie ouverture d'huile dans un bar, j'avais le rôle un peu cool, entre guillemets, mais en sous-sol, il y avait une vraie cuisine avec des vrais plats, des trucs, tu vois, il y avait quand même
C'était un vrai restaurant. D'accord. Donc j'étais toujours un peu dans la continuité, mais oui, j'étais pas au fourneau. C'était un rôle différent de ce que pouvait avoir mon grand-père. Mais tu sens bien le fil rouge que tu as, mais tu es en train d'osciller autour de ce fil rouge, Ouais. fonction des événements de vie qui sont propres à toi aussi. Et c'est intéressant d'avoir le pourquoi de cette expérience 2. Et du coup, cette expérience 2, tu la tiens pendant combien de temps? 1 an, 1 an. Ok. quasiment. Ok. Quasiment 1 an, mais là, en fait, j'intègre l'équipe. C'était une petite équipe, on était 4 poissonniers avec le patron. Et il y avait un truc un peu malsain où le patron, en fait, gérait ses équipes à l'affect. Et en fait, dès le début, moi, je sentais, sans aucune prétention, mais que je pouvais faire beaucoup plus que ce que je faisais, tu vois. C'est-à-dire que là, vraiment, c'était un rôle d'abattage pur, tu vois. Genre, on recevait des kilos et des kilos de poissons à 7h du mat. On remplissait le stand, tu vois. Et après, les mecs arrivaient et tu vendais les choses. Et j'ai adoré. Pareil, on parlait du geste et de la technique, etc. et des produits. Donc, c'était vraiment chouette. Mais en termes d'évolution, pour le coup, là, je sentais que j'étais dans un lieu où, voilà, j'étais dans un poste que si je voulais, j'avais pendant 2 ans, tu vois, 3 ans. Et il n'y a pas d'évolution possible. Sauf que le patron, il a senti ça, que j'allais vite me lasser. Et en fait, pendant quelques mois, longtemps, pendant les 6 derniers mois quasiment, il me martelait qu'on allait ouvrir une deuxième poissonnerie et que j'allais être un peu son bras droit sur la deuxième poissonnerie, que j'allais gérer la deuxième poissonnerie, tu vois. Et moi, j'appelais mes parents et tout, et je leur disais, ça y est, j'ai trouvé un boulot dans lequel je vais pouvoir grandir, je vais avoir une poissonnerie, ça va être trop bien, etc. Je vais avoir des équipes et tout. Et puis, il s'avère qu'en fait, le mec, pas du tout, et donc, au bout d'un moment, je suis parti. Il n'y a pas du tout eu ce projet de deuxième poissonnerie, quoi. Mais c'est intéressant d'avoir aussi plusieurs managers. Donc, je pense qu'on va y venir aussi avec ton parcours. En fait, des managements différents, on a vécu plein. Ouais. Donc, Ouais. tu as pu voir qu'on manage à l'affect, peut-être on manage à la pression. Mm. C'est intéressant. Donc, ça a aussi, j'imagine, formaté un peu le manager que tu es aujourd'hui. C'est vrai que c'était une expérience hyper décevante, dans le sens où je m'étais pas mal donné. Pour le coup, je commençais à switcher un peu sur cette partie un peu pro, en mode, ok, là, tu as un projet qui est cool. À ce moment-là, j'avais trouvé un appartement, donc j'étais un tout petit peu plus stable. J'avais un vélo et tout. Enfin, tu vois, je commençais à être un peu plus indépendant. Je commençais à mieux connaître Londres. J'étais sorti un peu de ce cadre, vraiment, tu vois, Londres, sur mes premiers mois, je l'ai jamais vu en journée, tu vois. Enfin, vraiment, c'était que des soirées, des trucs et tout. Et là, je sentais que je rentrais dans un process un petit peu plus de développement professionnel. Et c'est vrai j'étais archi déçu, tu vois. Et quand ça s'est fini, je me suis retrouvé là. Puis j'avais l'impression de faire un pas en arrière, tu vois. Donc, tu prends la décision quand même assez vite, en te rendant compte qu'il n'y a pas de deuxième poissonnerie, de partir. Ouais. Et donc, tu claques ta dème. Ouais. Tu lui dis, Ça s'est pas vraiment fait comme ça. je rigole. Tu claques ta dème, tu dis ciao, ok, donc tu pars. Et au moment où tu pars, donc tu n'as pas de point de chute après. Ouais. Ok, et donc là, tu reprends tes CV Ouais. et tu te remets à postuler. Ouais. Donc, tu es dans un bar, Ouais. bar-restaurant, Ouais. poissonnerie. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu veux faire quoi? On avait un appartement, donc il fallait absolument que je trouve un boulot pour payer le loyer, tu vois. J'avais pas encore des économies. Enfin, mon premier boulot, là, tu dis bar restaurant, mais c'était un vrai restaurant, c'était un bar à huîtres. Mais c'était hyper bien payé, c'était une grosse boîte avec une vraie structure, etc. La poissonnerie, c'était hyper mal payé. J'étais payé en cash 300 balles par semaine. C'était un peu bizarre d'ailleurs, la manière dont il nous a payé et tout, mais bon, bah, ça s'en est chier. Et donc là, je me retrouve sans argent, sans boulot, etc. Et là, je me jette en face de mon appartement, un quartier qui s'appelait Kilburn, et je me jette dans le premier bar en face de la porte. Et le bar, il s'appelait le Black Lion. Et là, je rentre, et il y a un espèce de manager italien avec une tête, mais souriante à souhait, grosse barbe, chauve comme moi, tu vois, mais vraiment, genre, la sympathie incarnée. Enfin, tu vois, le mec, il t'ouvre grand ses bras et tout ça, et il me regarde, il me dit, je lui dis, ouais, mais je cherche en cuisine, tu vois. Sauf que c'était un bar à Kilburn, qui est un quartier assez populaire, etc. Un bar à Kilburn, t'as pas de cuisine, tu vois. Enfin, t'as de la cuisine, mais c'est du burger, c'est des choses qui sont assez accessibles. Enfin, c'est de la cuisine de bar. Et donc, c'était bizarre, tu vois. Un mec qui fait des études pour être cuistot, qui se forme, qui fait des stages, etc., et qui arrive à Londres et qui là postule pour une cuisine dans un bistrot. En fait, il a regardé mon CV, il a dit, écoute, vu la gueule que t'as, jamais tu iras dans la cuisine, tu vas rester en salle et tu vas faire kiffer les clients, tu vois. Et c'est là où j'ai découvert le métier de la salle. C'est mon premier contact avec la salle, c'est Alfonso, qui m'a donné, entre guillemets, les clés du service de ce bar. Et là, je suis resté pendant 1 an, et là, vraiment, il y a eu ce déclic un peu de ok, là, j'ai des responsabilités, là, j'ai un métier, il fallait que je me forme, il y avait plein de choses à apprendre sur les cocktails, et on était un bar à cocktails assez réputé, donc il fallait se former sur les cocktails, etc., sur les spies, sur l'alcool, et j'apportais ce côté très école hôtelière aussi du service, donc service limite, j'exagère un peu, mais tu sais, limite avec le torchon sur le bras et tout. Les mecs qui rentraient, je te jure, c'était assez lunaire, les mecs qui rentraient un samedi soir pour se... Tu sais, il y avait des matchs de foot et tout dans le bar et tout, tu vois. Les mecs qui rentraient pour se faire des cocktails avec des copains, et moi j'arrivais
Alors bonsoir messieurs, dames, qu'est-ce que vous allez boire là, etc. Mais attendez, on commande au bar, tout va bien se passer, on n'a pas besoin d'un serveur, tu vois. Sauf qu'Alfonso avait vraiment mis le doigt sur... si en fait tu vas créer cette expérience client, en fait les gens ils vont revenir aussi pour ça, tu vois. C'est-à-dire ils vont revenir pour les boissons, mais en fait ils vont revenir parce que c'est pas un bar comme les autres où il y a un mec en salle qui est là à débarrasser les verres, à savoir si tout se passe bien, à leur conseiller des boissons. Et donc j'ai appris ma carte par cœur, j'ai appris mes cocktails par cœur, et j'étais là, oui alors dans celui-ci c'est un peu sur la côté, un peu sur le... Et c'était hyper drôle en vrai. Parce qu'un lieu comme ça, mais même à Paris ou quoi, tu n'as pas de serveur en salle, tu vois. Ou très peu. T'as des mecs juste qui ramassent des verres vides, tu vois. Et ça a marché? Ah, ça marchait du feu de Dieu. Ouais. Et ça marchait tellement bien que sur mes derniers mois, ils m'ont carrément mis un commis de salle pour que je puisse me dégager du temps pour m'occuper vraiment que des clients. Quoi. Donc c'était limite, je faisais hôte d'accueil. Tu vois, les clients rentraient, je les plaçais dans une table et ils étaient, attends, on veut juste un verre, tu vois. Y a pas de... Et c'était trop bien. Non, j'ai bien aimé. Ouais. C'était une super expérience. Donc Alfonso, il te fait confiance assez vite, c'est donc il t'offre un job. Direct, le premier jour, il me dit, tu iras jamais derrière le bar à faire un cocktail parce que tu sais pas faire. Tu iras jamais en cuisine. Tu restes en salle et juste tu souris comme tu sais le faire et t'accueilles tes clients. Et ça m'a énormément valorisé. Et après la déception que j'ai pu vivre quelques semaines auparavant, c'est vrai qu'avoir un mec qui avait envie de travailler avec toi et qui te le dit et qui le fait aussi, ça te laisse pas insensible. Bien sûr. C'est des gens avec qui tu gardes des relations aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, non. Il m'a fait un petit message pour mes 30 ans dans une vidéo l'année dernière. Mais c'est à peu près tout, quoi. Et moi, je lui en ai fait un aussi en retour. Mais... Sympa. Ouais, voilà. Je pense que si un jour, je sais même pas s'il est toujours à Londres ou s'il avait ouvert un bar à Londres un jour et je sais pas s'il est rentré en Italie, tu vois. Donc je pourrais pas dire que je garde le lien. Juste une petite vidéo d'anniversaire. Et donc tu fais ça pendant 1 an? Ouais, donc là ça fait 2 ans que je suis à Londres. Ouais. Parce que j'ai fait 4 mois et en fait j'ai pas vraiment fait 1 an dans la poissonnerie, j'ai fait 6 mois et là j'ai fait quasiment 1 an. 10 mois, ouais. D'accord. Donc là tu fais 1 an. Et qu'est-ce qui fait que tu pars? Ce qui fait que je pars, c'est que à ce moment-là, on était quand même dans une petite structure. Il y avait une super équipe et tout. Enfin, il y avait. Là, pour le coup, tu vois, c'était une des premières fois aussi où j'étais premier degré fier de l'endroit dans lequel je travaillais et où j'ai invité les gens en France, quand je rentre en France, de venir me voir dans ce lieu-là, tu vois. Et j'ai une tante qui est venue, j'ai mes grands-parents qui sont venus manger dans ce lieu avec ma sœur et tout. Et ouais, je sentais que c'était un lieu cool où on vendait des choses bonnes et où il y avait une bonne ambiance et tout. Ça veut dire que tu commençais à ouvrir ton univers Londres Ouais. à ta famille en France. Donc Ouais. là tu commençais à Exactement. taper la barrière entre Ouais. les deux. Je commençais à accepter en fait, tu vois, ma situation à Londres. J'étais plus en opposition avec. Je commençais à embrasser un peu le truc, tu vois. Sauf que on était quand même dans une petite structure et j'ai toujours eu de l'ambition, tu vois. Et je me voyais pas, je comprenais pas quelle pouvait être mon évolution. Alfonso, il allait pas partir. On lui a même proposé d'avoir différents lieux, etc. Celui qui s'occupait du bar, je me souviens plus comment il s'appelait, Pedro ou un truc comme ça. Est devenu le nouveau Alfonso, entre guillemets, et il faisait très bien son boulot, tu vois. Et en fait, voilà, moi j'étais arrivé dans un truc où, ok, on avait mis en place un service en salle qui était cool, mais il fallait que je me forme ailleurs, enfin que j'évolue, que j'apprenne des choses, tu vois. Je sentais que là, plus personne ne m'apportait rien, et moi j'apportais plus rien au lieu, tu vois. On était arrivé à un espèce de statu quo où il fallait que je change d'environnement, quoi. C'est hyper mature de ta part de tirer cette conclusion. Il y a des gens qui tirent ces conclusions-là et qui pour autant, dans un souci de confort et parce que ça roule, quoi, vitesse de croisière, restent dans leur rôle. Toi, tu avais déjà quitté 2 structures. Donc là, c'est le 3e move que tu fais. Ok, donc là, tu te dis, statu quo, on n'avance plus, ni eux ni moi. Et boum, 3e séparation, boum, tu pars. Ouais, exactement. Et tu pars avec un truc en tête, c'est toujours la question que je vais te poser. Hein. Non, non. Je pars, en fait, c'est les vacances de Noël et j'avais envie d'un bon break. Tu vois, ça, mine de rien, c'était quand même 2 années quand même assez riches, tu vois, et assez intenses. Et j'avais besoin d'un bon break, tu vois. Et ils ne te donnent pas des gros breaks à Londres. Enfin, c'est compliqué. Les congés, il y a moins de jours qu'en France et tout ça. Et... Donc, je lui ai dit, vas-y, tu poses ta dème, tu pars en vacances. Et quand tu reviens à Londres, bah, tu retrouves un boulot, tu vois. Et franchement, il y a vraiment zéro souci de boulot, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la restauration en France, c'était vraiment la même chose à Londres, voire plus, tu vois. Donc, je savais que tu poussais des portes de restaurant, on allait te recruter, tu vois. Après, il fallait savoir quel projet choisir. Mais... Et là, j'arrive à Londres, après ces grosses fêtes de fin d'année avec la famille et tout, motivé. Il y avait un site qui mettait des petites annonces. Je prends les 3 premiers numéros, tu vois. Et il y avait un restaurant qui s'appelait Fischer's. C'est un restaurant autrichien. Et je vois qu'ils cherchent un commis de salle ou je sais pas quoi. Et en fait, je me dis, vas-y, rentre dans un restaurant un peu plus quali et apprends le métier de salle, tu vois. Parce que j'ai kiffé en fait la salle, tu vois. Genre accueillir les clients, discuter, créer du lien avec ça, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai dit, vas-y, reste dans cette branche-là, quitte la cuisine. Mais par contre, forme-toi, tu vois. Parce que moi, j'avais pas beaucoup de formation. Le BTS que j'ai fait, c'est vraiment full cuisine, tu vois. J'avais vraiment le b.a.-ba du service, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je pousse la porte de Fischer's. C'était une vieille brasserie, style
années 50, tu vois, juste après-guerre, avec des grosses banquettes en cuir, un intérieur en bois, vraiment un peu avec des grands tableaux au mur et tout. Et moi, j'arrive avec mon petit CV comme ça, en plein milieu d'un service, je crois pas du tout approprié. Et je laisse mon CV, et pareil, ils m'ont proposé un essai du jour qui ont suivi, et puis je suis rentré chez Fishers comme ça. Donc, ton seul critère quand tu vas chercher un nouvel emploi, ça va être de te dire je vais quitter la cuisine, pardon, et arriver en salle. Et passer un cap, du coup, d'un point de vue juste. Connaissances et formation pratique, enfin, tu vois, apprendre le métier de la salle. Et sur le lieu, tu veux un lieu qui soit moins bar, plus brasserie, plus restaurant, enfin un truc qui soit. Mais un lieu, dans tous les cas, enfin, un lieu où tu as des équipes autour de toi qui sont qualifiées, avec un vrai savoir-faire, et où, peu importe finalement le standing du lieu, mais en tout cas, un lieu dans lequel tu sens que tu peux apprendre des choses. Et Fisher, c'était, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois, mais on était 17 en salle et ils étaient genre 25 en cuisine, tu vois. Genre, c'était The Restaurant, enfin, c'était un énorme truc, tu vois. C'est la question que je voulais te poser, c'est effectivement quelle taille de structure. Quand tu te dis entouré, tu étais entouré par plein de personnes qui effectivement avaient eu cette formation et pouvaient te la partager. Et pour le coup, tu avais des chefs de rang, donc des serveurs. Un rang, c'est plusieurs tables, et donc chef de rang, c'est un serveur qui s'occupe de plusieurs tables. T'avais des chefs de rang, des anciens hooligans hongrois de 55 ans, t'avais des Italiens à foison, des Polonais, t'avais vraiment de tous les âges, de tous les horizons, avec des savoir-faire différents. T'avais 3 ou 4 barman avec des mecs qui savaient faire des cocktails, des mecs qui savaient dessiner des cafés, enfin des trucs que je connaissais pas, tu vois, qui aujourd'hui font partie de mon environnement. Mais à l'époque, moi, j'ouvre cette porte, il y a une espèce d'effervescence, il y a tous ces gens en tenue, avec un peu comme dans les brasseries parisiennes, tu sais, avec les petits gilets là et les tabliers blancs, etc. Et moi, je suis un peu impressionné par le lieu en me disant qu'est-ce que j'ai à apporter, tu vois. Et en fait, j'avais pas grand-chose à apporter, j'avais surtout beaucoup de choses à apprendre. Et donc, ils m'ont mis en salle et je suis devenu commis de salle. Donc, commis de salle, t'es sous le chef de rang et tu apportes ton assistance au chef de rang dans le débarrassage des tables. Tu fais un peu tout ce que fait un serveur, sauf la prise de commande, quoi. Donc tu sers des plats. Tu runs les plats, c'est-à-dire que tu déposes les plats de la cuisine à la table. Tu débarrasses les plats. Tu nettoies les couverts au vinaigre, tu prépares des petites assiettes avec des citrons, des beurres pour les clients, tu remplis les carafes d'eau et tu renouvelles le pain sur les tables et tu redresses les tables quand les clients sont partis. Et comme ça, le chef de rang, lui, n'a juste à... Enfin, il n'a pas que ça à faire, mais il prend les commandes et il fait vivre son rang en discutant avec les tables, en passant entre les tables, etc. etc. D'accord. Donc tu commences commis à ce poste-là. Ouais. Et ensuite, tu passes combien de temps à commis? Pas longtemps. Pas longtemps parce que j'ai quand même une formation dans l'école hôtelière, donc il y avait quand même cette connaissance du métier de par ma famille, etc. Et donc très vite, en fait, je comprends un peu comment ça se passe, tu vois. Je trouve assez bien ma place, je m'entends bien avec les équipes, etc. Donc je pense que je reste 2 semaines, comme ça, 2-3 semaines. Et après, je passe en salle. Ah oui, okay. Directement. Ça va vite. Ouais, ça va assez vite, ouais. Et puis il y avait aussi une personne à l'époque qui gérait l'établissement qui s'appelle Michel, et je pense qu'on va pouvoir en parler parce qu'elle a joué un rôle très important dans mon développement, qui a senti un genre de potentiel un peu en moi, je pense, et qui tout de suite m'a fait confiance, tu vois. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, alors qu'il y avait des commis-serveurs qui étaient en salle depuis... je me souviens d'un mec qui s'appelait Strahil, qui était bulgare. Et le pauvre, quand moi je suis parti de Fishers, il était toujours commis en salle, tu vois. Et en fait, il avait envie de passer en salle, mais il avait un petit problème de compréhension, ou je sais pas, il avait du mal à fitter en fait avec le projet. Et ça fait que moi je suis arrivé, et au bout de 3 semaines, on va passer en salle, et de temps en temps, c'était un peu compliqué. Et je pense que ça a été compliqué, mais je pense que ça a permis aussi mon développement, de savoir faire un peu abstraction des états d'âme des uns et des autres. Mais je me souviens de ça, je me souviens que je suis arrivé, on m'a mis avec Strahil en bas. Il y avait aussi une fille qui s'appelait Frédérica, qui était aussi commis de salle. Les deux m'ont montré le boulot pendant 2-3 semaines. Et après, je suis passé en salle. Et c'est un peu con, hein, mais t'as pas la même tenue. Et c'est toi qui demandes des choses d'eux, entre guillemets, en disant tiens, est-ce que tu peux m'aider à débarrasser cette table? Est-ce que tu peux aller chercher ci pour cette table, etc. Et c'est un peu bizarre, tu vois, d'avoir été formé par des gens et que 2 semaines, 3 semaines après, c'est toi qui commences à devoir avoir la légitimité de leur dire un peu quoi faire. Donc c'était hyper intéressant. Michel, c'est quoi son rôle dans la structure? Elle est directrice d'établissement. Donc Michel, elle voit en toi qui était commis. Donc non, elle a combien de personnes, Michel? Elle a toute la salle et la cuisine, donc on était presque 45. Ouais. Mais elle pose son œil sur toi, qui rentre du coup commis, et donc elle cherche à s'évoluer. Ouais, après elle pose son œil sur tout le monde, et c'est ça qui fait le manager que je suis aujourd'hui, c'est que Michel, elle avait une approche hyper humaine du management. Tu vois. Quand on parlait un peu des qualités, de qu'est-ce que j'aime dans ce métier-là, et que tout de suite j'ai parlé de l'humain, elle était exactement comme ça. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle connaissait tout le monde, et elle avait une idée un peu des forces et des faiblesses de chacun. Quoi. Et donc ouais, au début, elle a senti le truc, quoi. Elle a dit, bah, tiens, on va en salle, discute un peu. Mon anglais était bien meilleur. J'ai appris ma carte.
il y avait des interrogations, c'était assez scolaire, hein, la formation. C'était vraiment, avant de passer en salle, on t'interrogeait sur les plats de la carte, il fallait connaître les trucs et tout ça. Et, ça. Et donc j'ai bien fait mes devoirs, j'apprenais ma carte et je récitais les plats. Et après ils ont dit ok, ben, alors tu vas aller en salle. Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Et ça s'est bien passé, l'expérience? Ouais, ça s'est hyper bien passé. Ça s'est hyper bien passé. Et au bout de quelques mois, on a fait une petite réunion. Et elle m'a dit écoute, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois? T'es là, t'as 22, qu'est-ce que tu cherches? Et j'ai dit, mais moi, je cherche juste à apprendre un maximum de trucs, tu vois. J'ai pas de famille, j'ai pas de copine, j'ai pas de beaucoup de potes, tu vois. Tu parlais un peu de la rotation des amis quand j'étais dans l'auberge de jeunesse. Tout le monde est parti, tout le monde est rentré, tout le monde est venu, tout le monde est reparti. Donc là, en fait, là, j'arrive à un stade où je suis 100% dispo pour le taf, tu vois. Mais par contre, il faut qu'il y ait une contrepartie, il faut que j'évolue, que j'apprenne, ou que je gagne de l'argent, ou, tu vois. Et elle a dit, ok, mais écoute, moi, pour le moment, c'est un peu bloqué ici. J'ai une copine qui a un autre restaurant dans le nord de Londres, à Islington. Ça s'appelait Bélanger. Et elle cherche un serveur aussi, chef de rang. Ce que je te propose, c'est que tu fais 3 jours chez moi, 3 jours chez elle. Un jour de repos, tiens. Et elle me dit, fais ça. C'était le même groupe, en fait. Les deux restaurants étaient dans le même groupe. Elle dit, fais ça pendant un peu de temps. Et si un jour, il y a un poste à responsabilité qui se libère chez elle ou chez moi, bon, on pensera à toi parce que tu connaîtras déjà un peu les deux maisons, tu vois. Et donc ça arrive sur la table 2 ou 3 mois après mon arrivée dans le restaurant, tu vois. Et puis c'était des heures sup, donc comme ça je gagnais encore plus d'argent et tout. Donc c'était... Et puis je voyais une deuxième structure, un deuxième management, une deuxième manière de faire. Et donc là ça a duré presque 4-5 mois où j'étais vraiment à cheval sur les deux restos avec des semaines un peu de fou, mais c'était hyper enrichissant. Ouais. Et ça se passe aussi bien chez Bélanger que chez Fischer? Ouais, sauf que moi je suis un peu quand même, malgré mon envie de me professionnaliser, j'ai toujours mon attitude un peu arrogante. Et quand j'arrive chez Bélanger, comme c'était un standing un tout petit peu moins que chez Fischer, j'arrive un petit peu en terrain conquis en mode je sais comment ça se passe, tu vois. Mais ça se passe très bien. C'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais avec les équipes ça se passe hyper bien. La manager, elle est... Non, c'est une chouette expérience. Avec une carte différente, avec des vins différents, donc aussi d'autres choses à apprendre, tu vois. Et à ce moment-là, moi j'avais envie de ça. Ouais. C'est quoi un poste à responsabilité après le poste de chef de rang? C'est quoi, sur quoi elle te projette? Là-bas, tu avais plein d'employés, donc tu avais vraiment plein de strates qui sont pas forcément le cas en France. Tu vois. Moi, aujourd'hui, on est 9 en salle. Il y a un directeur de salle, 2 adjoints. Et après, c'est les chefs de rang et un barman. Tu vois. Là-bas, il y avait Michel qui était directrice. Elle avait 2 adjoints qui eux-mêmes avaient 2 adjoints. Chacun? Ouais, chacun. Et ensuite, il y avait donc on appelle des donc directrice, restaurant manager, assistant de restaurant manager. Et sous les assistants de restaurant manager, tu avais des floor managers. Les floor managers, c'est des gens qui vont encadrer plusieurs Chef de rang? Ouais, généralement, comme c'était des grandes structures, ils vont se diviser. Par exemple, tu vas avoir 2 floor managers pendant un service qui vont rapporter aux assistants, aux restaurant managers ce qui se passe dans le service. Tu vois. Ce qui fait qu'en gros, pour comprendre rapidement, tu as le directeur qui est jamais en service, qui est dans son bureau, qui organise des trucs, etc. Les 2 restaurant managers, ils sont jamais en service, ils sont toujours en train de faire des trucs dans leur bureau, répondre à des mails et organiser des équipes, etc. Les assistants managers, eux, sont en service. Ils sont épaulés par les floor managers, qui eux-mêmes sont épaulés par des supervisors. Et les supervisors, en fait, c'est des chefs de rang plus. Ils ont la même tenue qu'un chef de rang, mais juste, ils encadrent 2 ou 3 chefs de rang. C'est-à-dire que tu vois, tu peux avoir une dizaine de rangs dans le restaurant. Chaque chef de rang a son rang. Le supervisor a 2 ou 3 rangs. Et le floor manager en a 5 ou 6, tu vois. Donc, c'était hyper hiérarchisé. C'était un peu too much à mon goût. D'accord. C'était ma question, c'est qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense que c'était pas forcément utile. Il y avait beaucoup de cannibalisme au niveau des postes. Et nous, quand on était chef de rang, on savait pas trop à qui rapporter le problème, etc. Donc, il y avait un petit problème de visibilité, ouais. Un chef de rang, c'est combien de tables? Ça dépendait entre 7 et 10. Et quand tu évolues d'un poste à l'autre, tu mets combien de temps généralement? Admettons la théorie, hein. Je te parle juste, tu ne parles pas forcément de toi. C'est quoi, genre, t'es chef de rang pendant 1 an, ensuite tu passes supervisor pendant 1 an, ensuite tu passes... Il y avait pas d'évolution logique, si tu veux. En fait, c'était ça qui était excitant dans le groupe, qui s'appelait Corbin & King, c'est que l'évolution, elle était basée sur ta motivation. C'est-à-dire qu'il y avait tous les 2 ou 3 mois, je me souviens plus à quelle fréquence, la possibilité de passer un test écrit et oral, qui s'appelait le point test. Et en fait, le point test, c'était 1 euro de plus sur ton salaire si tu le réussissais. Donc, c'était hyper motivant. Au début, c'était des tests qui étaient plutôt faciles au début. Et puis après, ça devenait de plus en plus difficile. Et à chaque fois que tu passais un point test ou un test, on va les appeler tests, tu pouvais prendre du galon. C'est-à-dire un chef de rang n'avait pas de test à passer au début. Tu es recruté soit en commis de salle, soit en chef de rang. Mais là, pour ces 2 postes-là, tu n'avais pas de test à passer. Si tu voulais passer supervisor, il fallait que tu passes un test. Tu vois. Donc, c'est toi qui te faisais une demande de passage de test. Tu avais un test écrit, vraiment sur des trucs genre c'est quoi la recette de la salade, c'est quoi la recette du gâteau, c'est quoi la recette de cette vinaigrette, et tu as des trucs un peu plus liés au restaurant ou avec
tel client, qu'est-ce qu'il boit, tu vois. Parce qu'on avait un vrai souci aussi de la satisfaction client. Et donc, on avait des fichiers clients et on étudiait les clients. Et à chaque service, on disait, OK, il y a tel client qui vient, on va lui donner sa table avec son truc, on sait qu'il mange ça comme ça, etc., etc. Enfin, ça, c'est un peu le côté anglo-saxon, service client à son paroxysme. Mais c'était cool. Et donc, tu avais aussi des questions genre en mode, Monsieur X, qu'est-ce qu'il boit, tu vois. Qui est cette femme? À quel moment tu deviens Monsieur X? À quel moment tu as cette stature-là dans un restaurant pour qu'on sache? Tu avais la récurrence de visite. Donc forcément, si un mec il vient tout le temps, ben, au début, tu vois, tu le connais pas et puis au bout d'un moment, tu le connais. Et après, tu as aussi la notoriété des personnes. En fait, Chris et Jérémy, qui étaient les propriétaires du groupe, ils avaient un pied dans l'art aussi. Ce qui fait qu'en fait, ils étaient hyper connus dans Londres et avec un restaurant emblématique qui s'appelait le Wolseley, qui était vraiment un restaurant très réputé à l'époque. Et ils attiraient vraiment dans leur filet, entre guillemets, mais pas négativement, mais toute cette clientèle un peu. Enfin, tu vois, nous, ça nous arrivait de servir énormément de footballeurs, des entraîneurs de football. Tout le casting de Game of Thrones venait souvent chez Fishers, etc. On avait. Enfin, là, je suis un peu du name dropping en vrai, mais il y avait pas mal de célébrités. Tu vois. Enfin, il y avait. Et donc, ça aussi, c'était important de savoir. Dès que les mecs ils arrivaient, des fois, c'était un peu too much. C'était un peu. Mais ils arrivaient, limite, on avait les boissons sur table. Ils commandaient rien, les mecs, tiens. Ouais. Donc, c'est un peu triste parce que tu te dis, le mec, il prend jamais de risques. Il a vraiment des habitudes tellement fortes qu'au final. Tu sais toi-même Tu sais exactement. Ouais. Et en même temps, pour lui, c'est un confort où il sait qu'il va avoir une qualité de service. Tellement agréable. J'imagine que ça doit être tellement agréable pour lui aussi de savoir qu'il rentre, qu'il est à la maison, quoi. Ouais, exactement. Dans tes expériences, à chaque fois, tu arrives quand même dans des structures qui sont quand même des structures installées, dans des groupes, avec des process, des gens qui sont quand même bienveillants. Alors que quand tu m'expliques le comment t'es passé d'une structure à l'autre, j'ai l'impression que tu as pris 3 annonces, boum, t'es arrivé, t'as postulé un truc et il s'avère que c'est une bonne structure, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un côté un peu. T'avais fait des recherches ou c'est vraiment la chance qui t'a permis de. Si je peux être hyper honnête avec toi, et si maman m'écoute, on n'a pas la même vision de ce recrutement-là, mais Fisher, c'est un énorme coup de bol. Cash. Franchement, je vais pas tourner autour du pot. Genre, j'ai fait 3 annonces. J'ai vu le premier, c'était un gros truc. Deuxième, c'est un gros truc. Troisième, c'est un gros truc. J'avais envie d'un gros truc. J'avais envie d'apprendre des choses. J'avais envie de me mettre en danger, entre guillemets. Et je suis allé chez Fishers parce que je pense que c'était le plus près. J'étais sur la Jubilee Line. Kilburn, c'est sur la ligne de métro qui est grise, là, Jubilee Line. Et je descends à Green Park et je balance le CV, quoi. Donc, Pourquoi maman elle est pas d'accord? parce qu'elle est persuadée que j'ai choisi, tu vois. Elle dit non, mais tu l'as choisi, ce métier. Tu les as comparés. Tu as pris le temps de la réflexion. Tu l'as vraiment choisi. Tu vois. Je fais non, je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai mis ce CV-là. Ils m'ont proposé un essai le lendemain. J'ai pas posé de CV ailleurs. Et il s'avère que j'y suis resté 3 ans, tu vois. Ce qui est vrai, c'est que tu avais quelques critères. Tu as quand même sélectionné 2-3 adresses, 3 adresses en l'occurrence. Donc il y a une notion de choix. Après, effectivement, le in fine, tu n'avais pas déroulé l'entièreté des 14 colonnes qui peuvent définir le parfait restaurant pour toi à l'époque. Ouais, mais si Michel n'avait pas été là ou si il y avait eu, je me serais retrouvé quelques mois plus tard, ça se trouve dans une situation d'inconfort avec l'envie de changer tout de suite, tu vois. Il s'avère que le coup de bol, il a été de pousser la porte à un moment donné où finalement un profil comme le mien a su être valorisé. Et donc c'est pas vraiment le fait d'avoir choisi cet endroit, c'est ce qui en a découlé aussi qui est un coup de bol, tu vois. C'est que l'équipe de direction à l'époque était aussi enclin à me faire une place et que moi j'étais juste dans cette optique de vouloir passer mon temps au travail, tu vois. Ce qui est bien sur ce podcast, en tout cas, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu me dis là. En fait, tu as beau avancer avec les meilleurs critères du monde, le meilleur timing, etc. À la fin de la journée, il y a aussi le fait de rencontrer la bonne personne, d'être aligné, d'avoir cette dernière planète, entre guillemets, qui fait que tout est fait et que tu évolues bien. Et c'est aussi ça que j'ai envie que les gens sentent, sans qu'ils se disent genre, allez, la chance, c'est trop bien, moi j'ai pas de chance. Non, juste, tu as provoqué le truc, tu as provoqué ta chance avec des critères qui étaient les tiens à l'époque. Et puis après, t'as laissé l'histoire se dérouler. Et le fait que tu racontes ça là, tu vois, ça permet aussi aux gens de décomplexer le fait que, à un moment donné, ils vont provoquer, ça va se faire, quoi. Ouais. Et puis, tu as aussi le truc de provoquer, c'est important, mais savoir faire la place quand l'opportunité elle est là, c'est aussi important. C'est-à-dire, oui, il y a le coup de bol que Michel soit là, mais si Michel, moi, j'étais complètement hermétique à ses retours et au débrief qu'on a pu faire ensemble, mon expérience aurait été tout autre, tu vois. C'est qu'il y a un moment donné où tu sens que il y a un truc, je sais pas comment dire, mais tu sens qu'il y a un truc où, tu vois, genre ce truc de travailler 6 jours par semaine et de faire 3 jours dans un restaurant et 3 jours dans l'autre, franchement, aujourd'hui, je le ferai plus. Enfin, je le ferai pas, tu vois. Là, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je traversais Londres dans les deux sens. J'étais hyper fatigué, tu vois. C'était des équipes et des problématiques différentes et tout. Mais je sais pas, à l'époque, ça me paraissait d'une évidence, tu vois. Et même elle était un peu surprise. Elle a dit, mais tu vas faire 6 jours et tout. Je dis, ouais.
Et je faisais ça, tu vois. Donc en fait, oui, il y a le côté bol où elle était capable d'être là, etc. Et la structure était installée. Mais il y a aussi un moment donné où finalement, naturellement, ce que tu dis, tu provoques un peu le truc, quoi. Donc, tu fais 3 semaines de commis, 5 mois de chef de rang. Non, moi, 2-3 mois. 2 mois. 2-3 mois de 2-3 mois de chef chef de rang. Du coup, à naviguer entre les deux, Ouais. les deux restos Et là, je passe le test. pour devenir supervisor. Pas encore, mais je passe juste un test. C'était si tu veux tout savoir, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 13 points test. Ouais. Donc là, je passe le 6e point test. Le 6e point test, c'est qu'on te confirme en tant que chef de rang. Donc tu es déjà chef de rang. Tu passes le 6 points test, ça change rien à ton quotidien. Juste, tu gagnes 1 euro de plus par heure, 1 pound de plus par heure. Et juste, on se dit, OK, lui, il est chef de rang 6 points test. Donc il y a tu as une différence entre les chefs de rang 5 points et les chefs de rang 6 points. Et une fois que tu es en chef de rang 6 points, mais tu peux prétendre aux 7 points. Et aux 7 points, tu passes supervisor. D'accord. Donc, au bout de 3 mois, tu passes ce test. Quand est-ce que tu passes supervisor? C'est ça ma question. Est-ce que tu passes supervisor? Ouais, donc après, je fais 2-3 mois entre ces deux restaurants. Et là, Michel, elle me rappelle, elle me dit, écoute, Jules, là, ça fait 3 mois que tu cours partout et tout, on n'a rien à te proposer dans les deux structures, mais je veux pas que tu reviennes ici en temps plein ou que tu sois là-bas en temps plein parce que tu vas être dans un environnement que tu connais déjà. Tu vas aller dans un 3e restaurant du groupe qui s'appelle le Woozly, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui est là, c'était une usine. Là, je crois qu'ils étaient genre 35-40 en cuisine et nous, on était tout autant en salle. Enfin, c'était un truc énorme. Je t'invite à regarder les photos, c'était magnifique. C'était dans une ancienne banque en plein milieu de Londres, tout en marbre. Enfin, c'était vraiment un lieu magnifique. Michel, elle arrive quand même à s'oublier dans son rôle de. Elle était directrice. Hein. Ouais. Elle est capable de perdre un élément chez elle pour son bien et pour qu'il évolue. C'est quand même hyper altruiste. Ouf. Ouais. L'opportunité, je sais pas qui fait ça. Ouais, je sais pas qui fait ça, mais en tout cas, c'était hyper bienveillant. C'était. Toi, t'as ton adjoint, elle est excellente, et tu lui dis non, mais dans le groupe, va chez Orgueil, parce que chez nous, chez Colère, Mais je le ferai aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je serai capable de le faire. Et ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, c'est ça, tu vois. C'est ce petit Julien là qui rentre en commis de salle avec juste l'envie de bien faire. Ben, on va essayer de le valoriser nous aussi, tu vois. Et si un jour le mec il devient hyper compétent et que j'ai pas la place de le faire évoluer chez Colère et qu'il y a une place chez Orgueil, mais je serais ravi qu'il puisse évoluer chez Orgueil, qu'il apprenne quelque chose de peut-être nouveau aussi avec, même si on a une sensibilité, des valeurs communes, il y a peut-être des process qui sont légèrement différents, etc. et qui s'enrichissent de ça aussi et qu'il puisse évoluer là-bas. Et pourquoi pas le retrouver un jour sur un 3e lieu ou sur un 4e lieu avec un mec que j'ai eu au début, qui a été ensuite formé par la suite par quelqu'un d'autre aussi et que je récupère à un certain moment. Enfin, tu vois. Ça peut être aussi. Moi, aujourd'hui, je le ferai aussi. Avec la structure qu'on a et la philosophie d'entreprise qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on recherche. Tu vois. Et petite anecdote marrante, mais qui est hyper actuelle. Mon chef, Eloi Spinner, part à Londres là, ce week-end. Et je lui ai organisé une rencontre avec Michel. Et parce que, en fait, je parle beaucoup de mon ancien boulot dans mon boulot actuel. Alors, ils vont pas faire une rencontre à s'asseoir, à boire un thé comme on peut faire aujourd'hui avec une interview détaillée, mais l'idée, c'est que lui rentre dans un des restaurants du groupe, il voit un peu comment ça se passe et il comprenne un peu dans l'environnement dans lequel j'ai pu évoluer et qu'il la rencontre rapidement dans le cadre tu vois, d'un service. Donc, c'est pas non plus une rencontre, mais c'est juste marrant, quoi. C'est le lien vraiment entre ma formation et aujourd'hui l'exercice de mes fonctions que tu vois, j'essaie de mettre en application cette formation que j'ai reçue, quoi. lui, il s'intéresse vraiment, Eloi Spinner en l'occurrence, à ton passé. Il veut vraiment comprendre comment tu travaillais à l'époque pour voir ce que tu peux apporter. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il fait cette démarche d'aller creuser, tu vois? Alors lui, il va à Londres avec des copains. D'accord. Et c'est moi, sous couvert de visite avec ses copains et qui passe un bon moment à Londres, je vais proposer, suggérer l'idée d'aller manger dans le resto de Michel, quoi. Oui, après, je pense qu'on est en train de construire notre relation. Hein. Ça fait 2 mois que je travaille pour lui, etc. Donc, il y a connaître quelqu'un, je pense que quand tu es amené à collaborer avec lui professionnellement, je pense que c'est intéressant de connaître le parcours de la personne, tu vois. Si j'avais peut-être pas proposé l'idée, il aurait peut-être pas proposé non plus. Enfin, tu vois, donc, on va. Mais Cette cible. ouais, voilà. En fait, je trouvais ça marrant. En fait, aujourd'hui, Eloi Spinner et Benoît, ils ont vraiment envie de grandir et de faire évoluer le groupe, tu vois, avec cette notion de groupe, justement. Et moi, j'ai grandi professionnellement, vraiment. Tu vois, on peut considérer que Fischer, c'était vraiment ma. Non, Alfonso, en vrai, au bar à cocktail, c'était vraiment la première fois que je me suis senti progresser professionnellement. Mais Fischer, vraiment, c'est là où j'ai vraiment appris beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et en fait, ce que j'ai appris, c'était dans un groupe. Dans un groupe positif, dans un groupe avec des valeurs fortes, avec l'éco-responsabilité aussi au centre du projet, etc. Faire un parallèle aujourd'hui avec mon boulot, tu vois, avec un groupe qui est tout petit aujourd'hui, avec 2 restaurants, mais avec l'envie d'en avoir un gros. En fait, il y a plein de choses que j'ai appris là-bas qui vont être utiles aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, je trouvais ça juste marrant
que lui fasse l'expérience du groupe déjà établi, londonien, avec une dizaine de restos forts, tu vois, avec un management positif, etc. Chose que nous, on essaie de créer, mais qu'eux ont déjà confirmé, tu vois. Et je trouvais ça cool qu'ils fassent l'expérience de ça. Si moi je vais à Londres le week-end prochain, ce qui est vrai, est-ce que je peux rencontrer Michel? Je rigole. Oui, avec Je plaisir. rigole. Avec plaisir. Ah ouais, je trouve ça excellent en vrai, de pouvoir effectivement lier son passé et son présent en une dynamique de progression quoi, de tous les partis. C'est trop bien. C'est trop bien qu'il fasse ça, tu vois. Sur une idée de ta part, une initiative de ta part, c'est excellent. Je te dis que j'ai dit excellent et trop bien 1000 fois. J'ai pas menti. C'est bien, c'est des termes plutôt positifs. D'accord, donc tu fais. Donc voilà. Tu es dans une troisième structure qui est une structure qui est. Tu dis toi-même une usine, mais sans que ça soit péjoratif. C'est juste qu'il y a. C'est juste que tu fais 1000 couverts, enfin tu fais énormément de couverts, genre peut-être pas 1000, mais tu fais 500, 600 couverts jour. Tu as connu une structure après ça qui était plus grosse dans ta plus grosse structure? Non, ça plus grosse. Bah après, ils avaient un autre restaurant dans le groupe qui s'appelait Zedel. Et là, c'était genre 900 places assises. Enfin, c'était un truc, mec, c'était en sous-sol. Bref, mais j'y ai jamais travaillé. Mais non, plus grosse structure ever. Et là, je suis resté chef de rang pendant 3 mois. Et là, j'ai pas trop aimé mon expérience. C'était trop de monde, trop de vieux professionnels établis qu'on a arrêté de stimuler, tu vois. Donc des chefs de rang qui étaient là depuis des années, tu vois, c'était le plus vieux restaurant du groupe. T'as des mecs qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, chefs de rang. Ils étaient hyper bien payés, tu vois. Mais juste, j'étais pas stimulé par ces gens-là, tu vois. Il y avait un truc où, ouais, encore une fois, je m'entendais bien avec les équipes, je pense que j'étais compétent dans mon rôle, etc. Mais la structure en elle-même était à mon goût un peu étouffante. C'était un peu too much, tu vois. Et tu continues à reporter à Michel à ce moment-là? Non, plus du tout. Non, je suis plus du tout rattaché à Michel du tout. Mais t'es pas rattaché à elle, mais tu. Ouais, on boit des verres et on sort encore un peu. Et tu me dis, tu vois, tu lui partages un peu sur ton expérience? Non. Non. Un peu, quand on boit des verres aussi, je lui dis que ça me plaît moins qu'à Fishers, quoi. Mais je rentre pas non plus dans le détail, enfin. Le but, c'était pas de me plaindre, c'était de voir quelque chose d'autre, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, il y a une opportunité de supervisor qui s'ouvre à Woozly, tu vois. Enfin, au Woozly même. Et à ce moment-là, dans le groupe, quand même, tu vois, ça faisait quasiment 1 an que j'étais dans le groupe. Et il y avait pas mal de gens qui avaient vu ma petite gueule, tu vois. Je suis arrivé à Fishers en tant que commis de salle, hop, j'ai un peu gravi les trucs chez Fishers. Après, je suis allé au Bélanger. Donc, il y a une toute autre équipe qui m'a vu. Après, j'arrive au Woozly. Il y a même des gens au Woozly qui m'ont reconnu et qui m'ont dit: ah, bah tiens, t'es chez nous maintenant, etc. Et donc, le directeur, il s'appelait Rob, je crois. Je crois que j'ai des bêtises, mais Rob Stark en plus, je crois, un truc comme ça. Mais il avait un nom un peu d'acteur et tout. Il me dit: écoute, il y a une position de supervisor qui s'ouvre. Donc, moi, je me suis dit: ok, je vais passer ce fameux 7 points test là. Et je vais le faire, tu vois. Et entre-temps, il y a Michel qui m'appelle et qui me dit: écoute, Juju, j'ai une poste de supervisor qui se libère chez Fishers et je te fais pas passer le test. Je te la donne, tu vois. Et là, à ce moment-là, c'était un peu chelou parce que c'était la même structure, mais Michel n'avait pas encore parlé avec le directeur du Woozly, etc. Et je me présente pas à mon 7 points test au Woozly. Et c'était un truc, comme je t'ai dit, c'est à l'écrit, mais il y a aussi une partie orale devant un jury, quoi. En gros, t'as 2 managers qui te posent des questions, tu vois. Et j'y vais pas, quoi. Et j'arrive le lendemain au Woozly, je me fais convoquer dans le bureau du directeur direct, et il me dit: pourquoi t'es pas venu, nous, t'as pris la place de quelqu'un qui aurait certainement voulu le poste, etc. C'est quoi tes motivations? Et moi j'ai dit: je suis désolé, mais j'ai été rappelé par Michel et je vais repartir chez Fisher. Et là, je me fais un peu incendier en mode que, tu sais, ma voile change un peu avec le vent, que je me laisse un peu porter. Enfin, il comprend pas un peu la logique de mon mouvement, tu vois. Il dit: mais tu viens juste d'arriver au Woozly, nous on t'offre une position, pourquoi tu grandis pas avec nous, tu vois? Et j'ai dit: mais parce qu'en fait, moi j'ai un affect particulier pour le management de Michel et pour le lieu. Donc j'aimerais, si à position égale, j'aimerais bien retourner là-bas, tu vois. Et en fait, Michel, entre-temps, l'appelle. Et après, il me reconvoque, il me dit: écoute, désolé, je me suis emporté, mais en fait, c'est vrai que c'est Michel qui t'a envoyé ici, donc c'est une limite logique qu'elle te rappelle, tu vois. Donc vas-y, t'as mon feu vert et tout pour te faire transférer dans l'autre sens, quoi. Parce que quand il te fait passer le test, toi, tu lui dis pas pourquoi tu te présentes pas. Juste, il va pas. Non, j'y vais pas. Et encore une fois, ouais, et pour le coup, moi, j'étais tellement dans mon truc avec Fishers et Michel que, si tu veux, je préviens même pas le Woozly, tu vois. Moi, je me suis dit dans ma tête: non, mais c'est évident que Michel, elle les a appelés, tu vois. Tu vois, en fait, je me dis, les mecs, ils sont tous les deux à poste égal, ils ont le même profil, entre guillemets, entre les mains. Tu vois, j'espérais que l'information soit passée, tu vois. En fait, pas du tout. Pas du tout, zéro. T'as dû passer un mauvais moment. Bah, surtout, je comprenais pas trop pourquoi c'est moi qui me prenais à soufflante, tu vois. Mais après, il a compris, donc il m'a rappelé, s'est excusé, il m'a dit: vas-y, fonce. Donc, je suis retourné à Fisher, sans test, en supervisor. Donc, t'as jamais passé le test Du 7 points, non, mais on me l'a donné d'office. D'accord. Et après, ça, je reste pas longtemps parce qu'à ce moment-là, il y a un floor manager qui part. Et donc, je passe assez rapidement floor manager. Mais au final, chez Fisher, c'était une plus petite structure. Donc, finalement, le supervisor, il y en avait 2. Ils avaient quasiment les mêmes rôles que les floor managers, quoi. Donc, je passe floor manager, sauf que la seule différence, et qui est hyper importante à cet âge-là parce que j'avais 24 ans,
c'est que à partir du moment où je passe floor manager, je passe le test, le 8 et le 9e point, et là, je porte un costume, quoi. Et ça paraît anecdotique, mais quand tu as 24 ans, que tu es dans la structure dans laquelle tu as commencé il y a 1 an, en tant que commis, que les gens, ils t'ont formé en tant que commis, ensuite tu es passé chef de rang, ils t'ont formé en tant que chef de rang, ils te voient revenir comme un cheveu sur la soupe, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, tu reviens, et là tu as le costume et c'est toi qui gères les services. Il y a un moment un peu d'adaptation compliquée. Ouais. Tes films d'adaptation compliquée. Va jusqu'au bout. C'est quoi? Adaptation compliquée? C'est pas tant pour toi, c'est plus dans la relation que tu avais avec des gens que tu avais connus à des rôles différents. Ouais, alors déjà, je me mettais une pression de zinzin. Tu avais des profils importants dans la salle, donc j'avais vraiment ce besoin de performer. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure sur le théâtre et sur le petit stress un peu sadomaso de performer, de plaire aux gens, etc. Là, j'étais vraiment dans ça à fond, tu vois, genre il fallait pas que je déçoive Michel. Enfin, j'étais vraiment dans un truc de pression que je me mettais moi-même. Qui te paralysait? Non, elle me galvanisait, tu vois. Je montrais que j'étais sûr de moi, je prenais des décisions fortes, les gens m'aimaient bien, il y avait des retours des équipiers et des clients qui étaient hyper positifs. Michel, elle m'avait envoyé dans plein de formations différentes, des formations internes à la structure sur comment manager des équipes, comment avoir des conversations avec des personnes sur des sujets douloureux comme des séparations, comme des fins de contrat ou des choses comme ça, ou quand les choses vont mal, mais aussi sur comment motiver ses équipes et comment les valoriser et tout ça. Donc j'avais vraiment cet aspect management. Et puis connaissance, il m'avait envoyé en Italie pour découvrir des vignobles sur le vin. Il m'avait envoyé en Irlande pour découvrir Bushmills, qui est pas un whisky que j'aime beaucoup, je dois l'admettre, mais qui est quand même une énorme structure, tu vois. Il m'avait envoyé dans le sud de la France pour faire je sais plus quoi. Enfin bref, les mecs, ils avaient misé sur moi, tu vois. J'avais fait des cours pour combattre le feu en cas de danger, tu vois, genre les trucs pour les premiers secours aussi. Enfin, les mecs, vraiment, sur ma période de supervisor, elle a duré très peu de temps. Mais je me suis vraiment formé hyper vite pour passer ces tests et pour pouvoir devenir floor manager très rapidement. Et là, quand j'arrive floor manager, la complication, moi, je me sentais, je sais pas, je me sentais, mais galvanisé, tu vois. Et sauf que je pense que j'étais un peu imposant et j'imposais un peu mon management aux autres. Et quand tu as 55 ans, que tu es chez Fishers depuis 5 ans en tant que chef de rang, que ça s'est toujours bien passé, que tu avais des gens au-dessus de toi qui étaient souvent anglais, qui te donnaient tes missions, etc. Quand tout d'un coup, tu as un petit mec de 24 ans avec une grosse moustache qui débarque en costume, sûr de lui, motivé comme jamais, avec un gros accent français, il y a un temps d'adaptation, tu vois. Et moi, ça a clashé fort avec 2 mecs. J'en ai parlé au tout début, mais cet hooligan hongrois, là, Vilmos, ça a clashé très très fort. Et là, il y a eu un geste de l'entreprise qui m'a conforté dans ce rôle, qui a été de licencier cette personne et de me garder moi, qu'il avait dépassé les bornes, entre guillemets. Et là, je me suis dit, ok, là, en fait, les mecs, ils misent sur moi, tu vois. Et je suis resté floor manager pendant 1 an. Et après, je suis passé assistant restaurant manager des adjoints de Michel pendant une dernière année. Ouais. Et là, ça allait très vite. Et là, dans l'évolution du poste, en réalité, c'était une structure un peu plus petite. Donc, les responsabilités étaient plus ou moins les mêmes. Tu gérais un service, tu encadrais toutes les équipes. Un peu ce que je fais aujourd'hui, finalement. Sauf que j'avais pas toute la partie gestion des stocks et j'avais pas de regard sur la cuisine. Aujourd'hui, j'en ai plus beaucoup non plus. Parce que comme mon propriétaire, c'est aussi un chef de cuisine, donc te dire que s'il dit quelque chose en cuisine, je vais dire oui chef. Donc j'ai pas trop de regard en cuisine, mais un directeur de restaurant a un droit de regard en cuisine aussi. Et là, moi, à l'époque, à Fishers, je faisais un peu ce que je fais aujourd'hui dans la gestion d'un service et le côté très opérationnel, sans avoir cet aspect compta ni cuisine, quoi. Et là, c'était des années assez riches. Ouais. Donc le dernier rôle que tu as, c'est le rôle de assistant manager. Assistant restaurant manager. Assistant restaurant manager. T'es 3e dans la hiérarchie, quoi, pour parler... Et à ce moment-là, tu gères combien de... Tu vois, si on devait quantifier le nombre de tables que tu gères, le nombre de personnes que tu gères? De là, tu gères tout le resto, entre guillemets, mais toute la partie salle. Donc, tu gères tous les barman, les 2 réceptionnistes ou les 3 réceptionnistes et tous les serveurs. En fait, les seules personnes que tu gères pas, c'est toute la partie cuisine et tes supérieurs hiérarchiques, quoi. Donc, les 3 personnes au-dessus de moi. D'accord. Et tu divises ta semaine avec le 2e assistant restaurant manager qui s'appelait Charlotte à l'époque. Et comme le restaurant était ouvert 7 sur 7 midi soir, elle faisait une partie de la semaine. Moi, je faisais l'autre partie de la semaine. Et donc, tu occupes ce poste-là pendant combien de temps es-tu né? Je suis rentré en France en 2020. À chaque fois, mon rôle aussi sur le podcast, c'est essayer de resituer pour qu'on ait une vraie évolution chronologique. Ouais. C'est pour ça que je te pose des questions un peu reloues sur les dates, des trucs. Ouais. Mais donc, tu fais 1 an, boum, t'arrives floor manager. Ouais, en gros, c'est ça. Et après, je fais 2 ans, en gros. En gros, je reste 3 ans dans la structure. D'accord. On va dire 1 an et demi, tu vois.
Au bout d'un an et demi, je suis vraiment floor manager. Avant, il y a quelques mois, je suis supervisor. Mais c'est des titres, en vrai, le fait de les dire aussi souvent là dans la conversation qu'on est en train d'avoir. En vrai, les noms font ce qu'ils sont, ça définit le poste, mais en réalité, ce qui est important, c'est tout ce que j'ai essayé d'apprendre, tu vois, à ce moment-là. C'est-à-dire que l'évolution du poste, en fait, c'était pas ce qui m'excitait le plus, tu vois. Ce qui m'excitait le plus, c'était de voir mes responsabilités changer, tu vois. Et en fait, c'était hyper sécurisant. C'est-à-dire qu'en France, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es un bon serveur, on va se dire, ok, c'est un bon serveur, il va devenir un bon manager, tu vois. Mais non, c'est des qualités, c'est des choses qui sont très différentes, tu vois. Alors que en Angleterre, on avait, ok, t'es un bon serveur, mais tu vas encadrer 2 serveurs. Et en fait, encadrer 2 serveurs, c'est exactement ce que tu faisais déjà dans un rang, mais là, tu le fais avec 2 mecs. Donc en fait, t'es carrément dans ton domaine, tu vois. Et puis après, t'en encadres un peu plus, tu vois. Une moitié de salle chacun, les floor managers, tu vois. Donc t'es vachement dans le service encore, tu vois. Donc, mais tu commences à avoir 2-3 mecs en dessous de toi, donc tu es quand même en train de faire du management, mais tu es accompagné, tu es dans une grosse structure et tout. Et boum, après tu deviens assistant restant manager. Tu vois. Et en fait, tout se fait naturellement avec vraiment un accompagnement fort et des formations fortes, chose qui manque réellement aujourd'hui dans la restauration. Et ça, c'était rassurant. En fait, c'est assez rassurant, effectivement, d'avoir une capacité à se projeter sur une évolution hiérarchique qui est posée. Après, c'est pas forcément facile, notamment j'imagine, sur les petites structures ou des petites entreprises, où forcément, tu as moins de monde, donc une verticalité qui est beaucoup plus vertigineuse, quoi. Tu te dis, il y a plus de temps entre chaque poste. Un truc qui représente pas mal ça, c'est... en France, malheureusement, les masses salariales, c'est ce qui représente les premières dépenses d'une entreprise. Alors qu'en Angleterre, c'était pas exactement le cas, donc tu pouvais te permettre d'avoir plus de main-d'œuvre. Pour te représenter ça de manière très concrète, ma première responsabilité quand je suis passé supervisor, c'était je devais acheter des stylos et des papiers pour les serveurs. Genre, j'étais le mec qui, ok, encadrait 2-3 chefs de rang pendant le service, mais ma responsabilité pour faire tourner l'entreprise, entre guillemets, c'était d'acheter des stylos et des pads pour que les serveurs ils puissent prendre les commandes. Aujourd'hui, les stylos et les pads, c'est une des trucs que fait un de mes adjoints, mais c'est vraiment genre... Enfin, heureusement que j'ai pas un mec qui fait ça, quoi. Sinon, juste, le restaurant est cool, tu vois. Si t'as un mec qui fait ça, après, enfin... Donc, ouais, c'est pour te dire à quel point les tâches étaient subdivisées, et c'est pour ça que je critique aussi un peu le système, un peu plus tôt dans la conversation. Parce qu'à force de subdiviser aussi, tu perds en efficacité. Enfin, tu vois, ok, il y a des mecs qui sont hyper spécialisés, mais tu perds en visibilité, il y a un peu de cannibalisme. Enfin, voilà, je trouve que des fois, de juste rendre les process un peu plus simples, c'est pas plus mal aussi, quoi. Ce que j'entends aussi, c'est que, du coup, en Angleterre, le coût d'un emploi était moins élevé que... Ouais, bien sûr. Ouais. Mais t'as des charges patronales hyper élevées en France. En Angleterre, c'est moins le cas, quoi. Quand t'embauches un mec, t'as moins de charges à payer. Ouais. D'accord. T'as plus de largesse. Ouais. Bah, en gros, en France, un salaire, c'est x2, quoi, quand t'embauches un mec. Alors qu'en Angleterre, c'était 20 ou 25% en plus, tu vois. Et donc, tu rentres en France, la décision d'entrer en France, elle est liée à quoi? J'étais en couple à l'époque avec une jeune fille qui s'appelait Louise, qui était chanteuse, qui m'avait rejoint à Londres en 2018, que j'avais rencontré en France en vacances. Ouais. On a vécu ensemble à Londres pendant quelques temps, et elle voulait faire The Voice en France. Donc ça fait à ce moment-là, j'étais un peu sur une pente descendante avec Fishers. Michel était parti dans un autre restaurant. Il y avait une restructuration du restaurant où il y avait une nouvelle directrice qui clairement m'aimait carrément moins que Michel, évidemment. Enfin, c'était évident. Et elle me mettait un peu des bâtons dans les roues, quoi. Genre, les 2 restaurant managers qui étaient sous Michel ont été remplacés. Naturellement, j'aurais peut-être dû évoluer. Finalement, elle a recruté 2 personnes qui avaient du mal à accepter en fait mon rôle. C'est-à-dire que à ce moment-là, moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans un poste à responsabilité. Et j'avais vraiment une place aux yeux des équipes importante. C'est-à-dire que c'est moi qui étais j'étais référent de formation les mercredis après-midi. Donc tous les mercredis après-midi, on faisait 1 ou 2 heures de formation sur des sujets complètement divers. Ça pouvait être sur les plats, ça pouvait être sur le vin, ça pouvait être sur les clients, ça pouvait être sur les allergènes, enfin les normes HACCP qui sont des normes d'hygiène pour comment nettoyer un bar, comment nettoyer une cuisine, etc. Et moi, j'étais encadrant de ça. Et ce qui fait que toutes les personnes qui rentraient dans la structure Fishers au moment où moi j'étais responsable passaient entre mes mains, entre guillemets, pour être formés. Tu vois. Donc j'avais un vrai rôle un peu de grand frère, un peu accompagnant, tu vois. Et puis j'étais hyper jeune, donc en fait ça fait que j'étais pas pote, parce que je les voyais pas hors dehors du boulot, mais j'étais très proche des équipes, tu vois. Et en fait j'avais vraiment un rôle, tu vois, genre j'avais vraiment ma place dans l'équipe, j'étais vraiment bien, je commençais vraiment à être sûr de moi. Les gens qui acceptaient pas mon autorité sont partis malheureusement, enfin ou heureusement pour mon développement, mais... Et en fait, j'étais vraiment sans négativité, mais j'étais vraiment à l'aise, quoi. Enfin, tu vois, j'étais vraiment bien en poste et tout. Et là, il y a cette nouvelle directrice. Donc là, tu as ta place dans les équipes, tu étais reconnu par les gens qui rentraient chez Fishers à l'époque, donc tu es finalement peut-être une menace aussi pour les nouveaux entrants. Oui, peut-être moi, je voulais pas le voir comme ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout ce... Moi, j'étais encore dans mon tunnel de j'apprends.
Aujourd'hui, quand je parle de Fishers et de Corbin King, je le vois un peu comme ma dernière étape de formation. C'est-à-dire dans la restauration, malheureusement, les formations sont assez courtes. Tu es vite sur le terrain. Et après, ton développement, tu le dois en grande partie aux personnes qui t'encadrent. Tu vois. Et si tu as des encadrants bienveillants et qui ont envie de travailler avec toi, ben, tu vas te développer de manière positive. Si tu as des encadrants un peu néfastes, un peu toxiques, mais malheureusement, tu n'as pas des bons exemples en face de toi. Tu vois. Et moi, j'avais besoin j'avais envie de pas stagner dans la restauration. Et donc, vraiment, Fishers, pour moi, je me suis engouffré dedans parce que c'était un moyen de valider un petit peu mon poste et de pouvoir rentrer un jour en France en me disant, OK, aujourd'hui, c'est ça mon poste. J'ai été formé pour être comme ça. Et voilà ce que j'ai à proposer. Tu vois. Donc, je l'ai un peu vu comme ma dernière étape de formation. Donc, à ce moment-là, je pouvais pas encore comprendre trop le truc du rapport de force et tout. Donc, je voulais pas me dire que les nouveaux arrivants, en gros, j'étais une menace ou quoi. Juste, dès le début, c'était clair qu'on m'a diminué mes responsabilités. On m'a enlevé des power hours et des trucs des mercredis après-midi là, de formation, etc. Tout de suite. Et on m'a donné un planning horrible. Où en fait, mes seules responsabilités, c'était de faire les petits déjeuners le matin. Donc j'arrivais le matin, on ouvrait à 7h, donc je devais arriver à 6h30. On partait à 15h, je crois, un truc comme ça. Et donc je faisais vraiment le restaurant de 7h à 15h en service avec une équipe hyper réduite. Parce que forcément, le petit déjeuner, t'as pas besoin de la même équipe que le soir. Ce qui est cool dans la restauration, c'est quand même les soirées où tu fais vivre le lieu, où tu as une ambiance, tu vois, en plus avec, comme je le disais tout à l'heure, avec quelques célébrités et tout, tu avais quand même un truc cool et tout. Le matin, tu avais une ambiance, chacun était un peu sur son téléphone, sur son journal, enfin, c'est pas du tout les mêmes ambiances, même si c'était super, mais juste, je sentais que mes responsabilités étaient beaucoup moins, tu vois. Gérer un petit déjeuner avec une trentaine de clients et 3 serveurs avec un barman, c'est pas la même pression, c'est pas la même satisfaction en fin de service que quand tu fermes ton restaurant avec tes 10 serveurs et avec 150 couverts, tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et donc, j'ai senti qu'on ne voulait plus vraiment dans l'équipe. Il y avait un discours hyper mielleux de cette nouvelle directrice qui me disait « Non, mais moi, je suis comme ta grande sœur à Londres. Tu peux m'appeler quand tu veux. Vraiment. » Et j'étais là, mais je fais « Mais ton discours ne va pas du tout avec tes actes, quoi. C'est pas possible d'être comme ça, tu vois. » Même Michel, qui pourrait être ma grande sœur à Londres, elle n'a jamais utilisé cette phrase-là, tu vois. Et donc, voilà. Donc, ça fait que au moment où Louise m'a proposé de rentrer en France, j'avais une bonne situation. Pour parler cash, hein, j'étais à un peu plus de 4000 balles net par mois, des pounds. Et à l'époque, le pound était bien au-dessus de l'euro, tu vois. Ouais. Donc j'avais un vrai pouvoir d'achat, tu vois. Ouais. Et quand on a pris la décision de rentrer en France, j'ai dit, OK, écoute, tu prospectes et tu essaies de nous trouver un logement et de faire en sorte que mon retour en France, OK, j'accepte de rentrer en France, mais prépare le terrain pour que moi, je puisse prendre la décision de quitter mon boulot, qui était un peu douloureuse, et de t'accompagner dans ce nouveau projet sans trop en perdre. Enfin, tu vois, si je devais, moi, trouver l'appartement, trouver les trucs, etc., etc., il s'avère que c'est elle aussi qui m'a trouvé mon boulot que j'ai fait en arrivant à Paris aussi. Donc, elle a trouvé l'appart et le boulot? Ouais, l'appart, en fait, elle avait une tante qui habitait à Créteil, qui vendait une baraque, et la baraque était en vente. Et 2020, on arrive le 1er janvier à Créteil, et avec l'idée de rester quelques mois dans cette maison vide et de trouver un appartement, sauf qu'il y a eu le Covid. Et en fait, la maison, elle a été retirée du marché pendant toute la période du Covid. Donc, on est resté de janvier à septembre dans une maison de 300 mètres carrés en plein Créteil. Incroyable. Pendant tout le Covid, quoi. Non. Ouais. Donc, elle a trouvé ça. Et le boulot, en fait, elle connaissait. En fait, elle avait, je crois, je sais plus, le parrain de sa sœur qui connaissait un mec. Enfin, ça, c'est toujours des relations à plusieurs degrés qui avait un restaurant sur Paris. Donc, tu lui as demandé de te lever les obstacles pour un retour à Paris facile. En gros, c'était ça. Ouais. En te disant, ma situation, elle est bonne à Londres. Pas parti pour rentrer en France tout de suite. Mais je veux bien si, quoi. Exactement. Et puis je chantais quand même, tu vois, donc là, si tu mets bout à bout, ça faisait 6 ans que j'étais à Londres, tu vois. 2014, et je rentre en 2020. Et je sentais que ça me manquait un peu aussi. Qu'est-ce qui te manquait? Bah, la France, en vrai, franchement, Londres, en vrai, c'était trop cool. Mais maintenant que Michel était parti du resto, maintenant que, tu vois, que j'étais arrivé dans ce poste un peu où je voulais arriver, tu vois, où maintenant je pouvais dire sur mon CV, OK, j'ai eu des responsabilités, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Là, j'avais moins faim. Et là, je commençais un peu à lever la tête en me disant, OK, ben vas-y, reprends du temps pour toi, tu vois. T'es avec une copine, t'es bien et tout ça. Et est-ce que le temps que j'avais pour moi, je voulais le passer à Londres à ce moment-là? Je sais pas trop, tu vois. Ça commençait à manquer, tu sais, nous, enfin, je viens de Charente. Et on a grandi, voilà, avec des valeurs, enfin, en extérieur tout le temps, avec une grande famille autour de la table, etc. Et là, moi, j'étais tout seul, tu vois. Je me souviens de Noël où je faisais avec mes colocs à Londres. C'était bah non, enfin, moi, je passais des bons moments, en vrai, tu vois. Mais avec le recul, là, je me suis dit, OK, je commence à construire un truc aussi sentimentalement avec cette personne-là, tu vois. Vas-y, viens, on change d'environnement et je vais construire ça avec elle. Et peut-être que mon projet, c'est plus de travailler 6 jours par semaine comme ça pour le taf. C'est peut-être aussi de trouver un équilibre un peu vie privée, vie pro, quoi. Donc l'idée de rentrer en France m'était pas du tout déplaisante.
Elle était même voulue, ouais. C'est juste que je voulais pas non plus me relancer un peu tu vois, dans le complet inconnu, quoi. Et donc, tu arrives dans quel rôle dans cette nouvelle structure? C'est quoi cette nouvelle structure et c'est quel rôle? Là, c'est un groupe qui s'appelle le Vertigo, qui ont plusieurs restaurants à Paris. Jaja notamment, le Glou, aussi Grand Cœur. Et moi, j'intègre un restaurant qui s'appelle le Jaja. Et là, j'arrive en étant adjoint d'un mec qui s'appelait Sébastien, numéro 2. Et là, juste que tu te remettes dans le contexte, je passe d'un restaurant à une quarantaine d'employés, où toutes les tâches sont subdivisées, où tu as des strates à tous les niveaux, tu as des barman qui font que les cafés, des barman qui font que les cocktails. Tout est divisé, tout est hiérarchisé, tout est standardisé. Tu as des bibles, des bouquins qui ressemblent à des bibles qui sont avec tous les process de comment tu dois te mettre ton tablier, comment tu dois faire ci, de la couleur de tes chaussettes. Enfin, tout est prévu à un restaurant où il y a, et encore c'est beaucoup quand même, pour certains restaurants à Paris, il n'y a pas autant de stuff, mais il y a 5 personnes ou 6 personnes en cuisine et 5 ou 6 personnes en salle. Tu vois. Et où tout le monde fait un peu tout, où tu as un manager, donc Sébastien, un adjoint, donc moi, et un numéro 3, qui est en fait un serveur qui de temps en temps, quand l'un ou l'autre part en vacances, les remplace. Tu vois. C'est au fond d'une petite cour. De premier abord, ça paraît un peu sombre. Et je rentre ici, et je les regarde, et je dis, mais hors de question que je travaille là. Tu vois. Genre, j'avais un melon, si tu veux. À ce moment-là, je joue la porte, je me dis, mais impossible, tu vois. Et je fais ma matinée avec eux. Le manager est pas forcément le plus bienveillant, tu vois. Je me souviens de sa première phrase. Je débarque comme ça, tout bien présenté avec ma chemise et tout, tu vois. J'essaie de faire bonne figure. Et là, devant toute l'équipe, il me dit, bah, tiens, monsieur l'adjoint, tu vas commencer par nous faire des cafés. Ouais, on s'en fout de faire les cafés. C'est pas le geste de faire les cafés, c'est la manière dont il a amené sur la table en mode... c'était pas bienveillant, c'était pas positif, c'était pas bonjour, je vais te faire un tour du restaurant, qui es-tu, que fais-tu? C'est tiens, vas-y, c'est moi le patron et c'est moi qui vais te dire quoi faire. Et il s'avère que pour la petite histoire, je pars en pause à 16h. Donc dans la restauration, des fois tu fais que des matins, des fois tu fais que des soirs et des fois tu fais matin-soir, ce qu'on appelle des coupures. Et donc l'après-midi, tu as une pause. Tu vois. Donc je pars en pause à 16h. À 18h30, le mec s'est fait virer. Ah ouais? De mon premier jour. Parce qu'il a eu un comportement déplacé avec une jeune fille de la salle. Qui était notifié par la direction? Par la fille de la salle qui l'a fait remonter au propriétaire. Boum, viré. 18h30, le mec viré. 19h, j'ai les clés du restaurant dans les mains. Avec mon patron qui me regarde dans les yeux et qui me dit, écoute, t'as 2 semaines pour faire tes preuves. Sinon, on recrute un directeur. Quoi. Donc là, l'opportunité, incroyable. Ouais. Là, on appelle ça comment, si on doit discuter entre toi et ta maman? Est-ce qu'on appelle ça un coup de bol? Ou une évaluation? Et en vrai, ce qui est fou, c'est que si ce mec était resté, je pense que je serais pas resté. Et donc, ouais, ça me booste comme jamais. Quoi. Je sais pas, on appelle ça... On mettra pas de nom dessus, on mettra pas de nom dessus. C'est la vie. Mais c'était fou, quoi. C'était fou. Et donc, t'as 2 semaines. Au bout de 2 semaines, boum, on tire le trait et on regarde si Julien est capable d'être responsable de restaurant, directeur de restaurant. Et alors? Bah alors, j'y étais pendant 4 ans. J'y étais pendant, non, pas tout à fait 4 ans, 3 ans. Et ça s'est super bien passé. En fait, j'ai essayé d'apporter tout ce que j'ai pu apprendre, Corbin & King, dans cette petite structure. Donc c'était un peu bizarre parce que je mettais en place des process, je faisais des fiches. Alors vous allez faire ci à telle heure, nanana. Enfin, les responsabilités de chacun, je faisais des réunions les mercredis après-midi. Tu vois, j'ai calqué le truc des Power Hours, je les faisais les mercredis après-midi où j'ai formé un peu sur le vin, etc., etc. Mais ça allait un peu trop vite. Tu vois, je sentais que j'imposais beaucoup de choses à des gens. En fait, moi, j'essayais de reproduire un mini Fishers, tu vois. Sauf qu'en fait, les mecs, non. C'est vrai que j'étais pas forcément accompagné ni par mes patrons, ni par mes équipes, tu vois. Donc, il y a eu un petit moment de flottement qui a duré quelques mois. Puis, il y a eu le Covid surtout. Hein. Donc, on a fermé pendant quelques mois. Et moi, je suis arrivé pleine bourre après le Covid en mode, vas-y, je vais imposer tout ça, tu vois. Page blanche, je fais ce que je veux, tu vois. Et en fait, j'ai perdu quelques gars de l'équipe et tout. C'était pas forcément ce dont le lieu avait besoin. Donc, j'ai fait un peu machine arrière. Et en fait, il s'avère que non. En fait, non. En fait, je pense que ma méthode était bonne. C'est juste que j'avais pas forcément les personnes autour de moi qui étaient prêtes à l'accepter. Et donc, on s'est séparé de mon adjointe à l'époque et de la numéro 3. J'avais 2 jeunes filles en numéro 2 et en numéro 3. Et on a recruté un mec en numéro 2 qui était full spécialisé dans le vin. Et on a fait une promotion interne d'une jeune fille en tant que numéro 3. Quoi. Et la jeune fille, moi, j'avais une relation très forte avec elle. Et donc, elle était à fond avec moi dans les process et dès que je proposais quelque chose, elle était OK, elle comprenait mes centres d'intérêt. Enfin voilà, elle voyait ce que je voulais apporter, elle était OK avec ça. Et le numéro 2, il était au début dans une optique de juste faire son année avec nous pour ensuite enchaîner avec un contrat. Tu sais, des fois, les entreprises, elles payent pour une reconversion professionnelle.
Donc il voulait faire ça, architecte d'intérieur pour des restaurants, etc. Et finalement, il s'est vachement plu. Et on a eu un trio, on a vraiment secoué le resto, quoi. On a tant sur le plan financier que sur les process et l'organisation du resto, on a vraiment fait un step-up au lieu, quoi. Et ça a duré 3 ans et c'était vraiment cool. La première année, un peu de construction. Et deuxième année et troisième année, vraiment grosse prise de plaisir, quoi. Et donc, tu disais les équipes. Au début, j'ai perdu un peu la direction et les équipes. Donc, il y a un moment donné où tu as restructuré les équipes et la direction t'a suivi. Vous êtes alignés. Ouais, exactement. Ouais, en fait, il y a un moment donné où il y a des gens qui étaient un peu en opposition, tu vois, qui freinaient un peu le projet, etc. Moi, après, je me suis assis avec les patrons, c'était en octobre 2020. On a fait un gros dîner, tu vois, dans un resto et tout, c'était cool. Et là, j'ai pu un peu leur proposer plus clairement mon idée, etc. Et là, ils ont dit, ok, ouais, bah, vas-y, fais ton truc, t'as les mains libres, prends tes décisions et tout. Et puis, si tu nous apportes tant d'argent à la fin du mois, ça nous va. Si t'as pas trop un turnover de fou et des avis positifs sur Google et tout, ça nous va. Et si par contre, t'arrives pas à atteindre des objectifs, ben, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans le management, quoi. Donc, vas-y, fonce, fais tes trucs, tu vois. Et là, je me suis senti prêt à... On a recruté des nouvelles personnes, on a formé des nouvelles personnes, on en a accompagné d'autres et tout. Et là, c'était vraiment cool, là. Et là, tu avais vraiment toutes les casquettes, tu vois. Quand on parlait de diviser les tâches à Londres, etc., non, là, tu as vraiment toutes les casquettes, quoi. Du recrutement au licenciement, en passant par les prix que tu mets en cuisine, etc., au choix des vins à la carte, etc., évidemment, l'expérience client, du moment où le client rentre au moment où il part, c'est toi, évidemment, qui forme tes équipes à ce que tu veux mettre en place et tout. Donc, c'était vraiment hyper excitant, là. Et donc là, ton objectif à toi, perso, c'est toujours être en phase d'apprentissage et d'évolution. À ce moment-là, je suis quand même un peu plus sûr de moi, mais j'ai jamais été numéro 1. Donc oui, il y a quand même ce truc de est-ce que ma méthode, est-ce que le manager que je suis, finalement, est-ce que il arrive à faire fonctionner un restaurant, tu vois. Parce qu'en fait, dans la structure dans laquelle j'étais à Londres, tu avais tellement de sécurité, entre guillemets, et des tâches hyper définies, tu vois, genre le cercle de mes responsabilités était tellement défini que je savais que si je remplissais ce cercle-là, en fait, je faisais bien mon travail, tu vois. Mais est-ce que si on m'avait demandé de faire un peu plus que ce cercle-là, j'aurais été capable de bien remplir mon travail? Je sais pas, tu vois. Et donc là, sans aucune sécurité, entre guillemets, juste en étant libre de prendre tes décisions, etc., est-ce que finalement j'avais autant de réussite que quand j'étais dans un cadre hyper fermé? Et voilà, donc c'est ce que je voulais voir. Donc oui, il y avait un truc où j'étais un peu plus sûr de moi, mais j'étais quand même hyper stressé aussi, un peu de me dire, ben là, pour le coup, Michel n'est plus là, tout dépend de moi, tu vois. S'il y a un problème, c'est moi qui en charge du truc, quoi. C'était le grand moment pour valider tes compétences, quoi, tes acquis. Exactement. C'était le grand test, quoi. C'était le grand saut, quoi. Le grand saut sur 4 ans qui s'est bien passé. T'as fermé combien de temps pendant le Covid? On a fermé en mai, on a réouvert en septembre, octobre, je sais plus. Ouais, je crois que c'était septembre-octobre, ouais. Et après, il y a eu un deuxième confinement. Ouais. Début d'année 2021, je crois. Difficile à gérer pour un directeur de resto comme toi? Alors, je t'avoue que non, parce que là, pour le coup, pendant le confinement, j'ai été accompagné par les patrons, dans le sens où c'est eux qui ont pris en charge tout ce qui est admin, quoi. Tu sais, il y a eu des aides qui ont été proposées au restaurant, etc. Et c'est eux qui faisaient les démarches, etc. Donc, franchement, moi, j'étais vacances, quoi. D'accord. Genre, le restaurant fermé, les équipes fermées, tout le monde avait un chômage partiel. C'était bien. Moi, j'ai jamais eu de break comme ça depuis longtemps. Ça fait du Une bien. vraie coupure comme ça de plusieurs mois, franchement, moi, c'était top. Et tu reviens après le Covid, donc avec tout autant d'énergie et d'envie de faire. Bah encore plus, ouais, parce que là, tu te dis, un peu l'équipe qui a connu l'ancien directeur et les anciennes méthodes, ils ont tout oublié, tu vois. Parce que ça fait 5 mois qu'on est fermé. Donc en fait, là, je peux faire ce que je veux. Ils peuvent que suivre, finalement. Tu vois. Et donc là, c'était hyper motivant. On a fait gros ménage, on a fait plein de travaux, on a refait tout le bar en bas, on a fait toute une salle en bas pour des dîners privés, etc. On a poncé tout le parquet en haut, on a refait de la peinture, de la déco, des trucs et tout. Et là, je me suis vraiment approprié le lieu plus, quoi. D'accord. Ah, donc tu demandes même un ticket à tes patrons pour réaménager le lieu. C'était un peu leur initiative. D'accord. C'était clairement leur initiative, c'était leur motivation. Moi, j'ai juste suggéré 2-3 trucs. Tu vois, j'ai mis la main à la pâte et tout ça, mais ils avaient l'envie quand même. C'était un lieu qui était ouvert 7/7 depuis plusieurs années. Et il y avait besoin de profiter du Covid pour faire des travaux, quoi. Et je pense que la dernière partie qui nous manque, c'est pourquoi tu pars du Jaja. C'est quoi la transition vers le nouveau poste? Alors, c'est eux qui me font une proposition interne d'aller manager un deuxième restaurant qui s'appelle Le Grand Cœur, qui est au bout de la rue, hein, rue du Temple. Et ma motivation à ce moment-là, c'est de voir si, ok, là maintenant c'est bon, j'ai confirmé mon truc de numéro 1, est-ce que je suis capable de le dupliquer dans un autre restaurant? Et je suis arrivé au Grand Cœur avec un peu le même process, cette envie de mettre en place des choses, un cadre en fait pour les équipes qui m'accompagnent, etc. Et est-ce que ce cadre est duplicable, tu vois? Est-ce que je suis capable de l'adapter en fonction des problématiques réelles de l'entreprise? Et après, est-ce que les gens suivent ça, tu vois? Et ça s'est bien passé, ouais. Je suis resté 1 an et demi directeur de Grand Cœur et
Et pareil, j'avais monté une super équipe et les gens suivaient. Il y avait une vraie dynamique positive avec des retours clients satisfaisants. Et c'était une structure un peu plus grande que Jaja. On était 9 en salle ou presque 10. Et ils étaient tout autant en cuisine. Donc on a quasiment doublé les effectifs, presque. Et c'était vraiment chouette, dans un cadre magnifique, classé au bâtiment de France, des vieilles écuries du 16e. Enfin, c'était très très beau. Au fond d'une cour pavée, typiquement parisienne. Enfin, c'est très, très chouette. C'est vrai que j'avais perdu de vue que avant de faire Colère, donc maintenant, tu avais fait entre Colère et Jaja, il y a eu Grand Cœur. Ouais. Ok. Donc 4 ans Jaja, 1 an et demi Grand Cœur. 3 ans, Jaja, ouais. 2020 à 2023. Non, là, on est en quelle année? On est en 2024, là. 4, ouais. J'ai commencé en janvier 2020 et j'ai quitté en mars 2023 Jaja. Ouais. Et, En septembre. et là, on est en septembre. Ok. Et j'ai quitté en juin 2024 Grand Cœur. Avec quel sentiment tu as à la fin? Donc c'est le temps le plus long que tu es passé au sein d'un groupe, tu as fait 2 restaurants, Jaja et Grand Cœur, tu as confirmé cet apprentissage en tant que numéro 1. Quand tu pars, pourquoi tu pars? Qu'est-ce qui fait que tu passes ensuite chez Colère? Il y avait l'envie de changement, encore une fois, et il y avait le truc de un peu toujours la même chose, c'est est-ce que je suis toujours excité par ce que je fais au quotidien, tu vois. Et en fait, je suis arrivé à Grand Cœur où, oui, c'était un restaurant différent, mais il y avait toujours un peu les mêmes patrons, il y avait toujours une certaine forme de continuité avec Jaja, donc oui, il y avait des process à mettre en place et c'était cool. Mais en fait, je suis arrivé à un stade où, ok, directeur de restaurant pour ce groupe-là, je l'avais fait avant au Jaja. J'avais pas envie de repasser 3 ans à Grand Cœur, tu vois. Donc, je sentais qu'il n'y avait pas une possibilité d'évolution rapide dans les prochains mois, tu vois. Donc, je commençais à avoir un peu de frustration, à perdre un peu en motivation, tu vois. Et c'est à ce moment-là que Baptiste, plus ou moins, a commencé à parler de moi, etc. Moi, j'ai commencé à prendre contact avec eux en mars ou février 2024, tu vois. Puis on s'est rencontrés, et puis là, il y a eu un projet qui m'a été proposé qui est hyper excitant. Je ne pouvais pas refuser, donc j'ai posé ma dame et je suis parti, quoi. Donc non, il n'y a pas eu pas de regrets. Juste, j'ai appris énormément grâce à eux. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé gérer des trucs et tout. C'était trop, trop cool, franchement. Beaucoup de copains sont venus bouffer. Enfin, vraiment, c'était trop, trop bien. J'ai vraiment passé un super moment, mais il était temps peut-être de voir autre chose, quoi. Et de, encore une fois, tu vois, continuer un peu mon évolution, tu vois. Et de quitter ce truc de gérer un restaurant et de pourquoi pas commencer à avoir des responsabilités différentes sur plusieurs sites, tu vois. C'est un peu l'idée. Est-ce que ça nous permet de faire la transition vers la phase 3? La phase, tu vois, dans l'évolution, là, c'était beaucoup de fois le mot évolution. Dans ce que tu projettes maintenant pour ton évolution à venir, quand tu penses à Julien après la temporalité, c'est à toi de la choisir, tu as X mois, X années, tu te dis quoi? Écoute, pour le moment, je vais me concentrer sur Colère parce que là, on vient d'ouvrir, donc il y a quand même énormément de choses à faire. Et même si on a bien travaillé en amont, il y a quand même. Plus dur, c'est de faire durer, quoi. Tu vois, genre mettre en place quand il y a la nouveauté, que c'est l'excitation, etc., c'est super, tu vois. Mais de savoir durer dans le temps, c'est là toute la réussite du truc. Mais il y a clairement cette envie d'évoluer. Donc il y a plusieurs restaurants qui vont ouvrir dans les prochaines années, prochains mois, avec un qui va ouvrir début 2025, qui est déjà acté. L'ouverture est quasiment actée. Et l'idée, c'est d'encadrer les différents responsables des différents restaurants, quoi. Donc c'est sortir de la structure et de l'organisation d'un seul restaurant et d'avoir une vue d'ensemble au niveau du groupe, tu vois. Donc d'accompagner les directeurs de restaurants dans le recrutement, dans la mise en place de process, dans la gestion de leurs équipes, dans leur management, etc., etc. Et de leur apporter du soutien et de les accompagner au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 profils. Il y a Benoît et Éloi dans l'organigramme. Benoît qui vient d'école de commerce, un parcours peut-être similaire au tien, avec vraiment une approche très au niveau de la loi, des avocats, des trucs, ouverture de site, etc. Et puis il s'occupait vachement des travaux, etc. Et Éloi qui est hyper fort en cuisine, tu vois. Il a fait l'école Ferrandi, il a fait beaucoup de grandes maisons. Donc à ce niveau-là, en fait, Éloi il est tout le temps en cuisine, il est au contact de ses chefs, il les accompagne, etc. etc. Dès qu'on a une question au niveau compta ou légal, etc., on se réfère à Benoît, tu vois. Mais en fait, il y a personne qui a vraiment cette expertise de la salle. Et donc je pense que j'ai ma carte à jouer dans le sens où je peux être un peu la personne qui fédère un peu les directeurs aux valeurs du groupe, tu vois, au niveau du service, tu vois. Et ça, c'est hyper excitant. Franchement, c'est la raison même pour laquelle je suis allé dans cette structure, parce qu'encore une fois, tu vois, être directeur, je l'étais chez Grand Cœur. Et donc là, l'être chez Colère, oui, c'est génial, c'est un projet différent, etc. Mais c'est pas ma finalité, tu vois. Ma finalité, c'est juste d'aller un peu plus loin, construire sur du long terme avec eux et d'avoir dans un an peut-être des responsabilités complètement différentes, tu vois. Et le parcours est quand même assez... quand tu me demandes... non, je pense pas... J'aurais pu imaginer ça, tu vois. Genre,
quand j'ai commencé à travailler en cuisine et que je me suis spécialisé dans le poisson, moi, j'étais persuadé que j'allais avoir une poissonnerie, tu vois. Mais vraiment, genre, j'adorais ça, j'aimais trop le produit, je passais un trop bon moment. Il y avait des gens qui étaient trop cool. Et là, aujourd'hui, de plus faire ça du tout, et enfin, tu vois, c'est une évolution qui est marrante. Tu réponds là à la question que j'avais l'habitude de poser. Avec Gabou, on posait cette question souvent à la fin. On disait, toi, quand t'es petit, tu regardais un peu, toi dans 10 ans, toi dans 20 ans, toi dans 30 ans, qu'est-ce que tu t'imaginais? Je posais beaucoup cette question-là. Et les gens réfléchissaient à ouais, ce qu'ils disaient à leurs parents, à leur mère, à leur père. Et en fait, je pose un peu moins la question parce elle est, tu vois, ça demandait, parfois les gens étaient un peu, tu sais, tombés un peu de leur chaise en mode, en fait, je sais pas, je sais plus, est-ce que vraiment j'ai eu un rêve à un moment donné, est-ce que ça les faisait beaucoup réfléchir aussi, tu vois. Ah, bah, j'étais petit, ouais, parfois j'ai eu des aspirations, est-ce que j'y suis et après le podcast, on réfléchissait à comment j'y vais, tu sais, ils se remettaient un peu en perspective de leur vie. Et toi, en fait, toi, tu dis que ce truc, c'est défini avec le temps. Encore une fois, tu as toujours ce fil rouge, et c'est avec le temps, en fait, que tes prochaines étapes, elles se définissent. Est-ce qu'il y a quand même un truc, tu vois, lié à ton grand-père, qui, qui te tient, c'est un truc un peu ultime, tu as un truc à atteindre, où tu te dis, genre, par exemple, je veux mon restaurant, je veux mes restaurants, il y a un truc où... Ouais, pendant longtemps, je voulais être cuistot et avoir des restaurants et tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, genre accueillir des gens chez moi et tout. Enfin, ouais, c'était le kiff, tu vois, de cuisiner et tout. Mais avec le temps, finalement, c'est peut-être pas là où je suis le meilleur, tu vois. Dans la cuisine et dans le geste et dans le... que j'aime dans la salle, le service, évidemment. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est les gens qui sont autour de moi, les équipes et tout. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, genre... l'ouverture d'un restaurant, c'est pas ce qui me motive là au quotidien. Tu vois. Là au quotidien, c'est apporter mon expérience à des nouveaux directeurs de salle ou des nouveaux directeurs de restaurant ou des nouveaux responsables de salle et de pouvoir comprendre leurs problématiques parce que j'étais sur le terrain comme eux. Tu vois, j'ai quand même touché à pas mal de facettes du métier. Enfin, tu vois, que ce soit en cuisine, que ce soit commis de salle, enfin vraiment un peu à tout. Donc avoir la légitimité de pouvoir les guider, de les accompagner. Ça, c'est quelque chose qui me plaît plus, tu vois. Et le statut de salarié, finalement, on va pas se mentir, en France, c'est quand même un statut qui est très protégé et qui est quand même confortable. Donc, moi qui avais l'envie d'être entrepreneur et d'avoir des restaurants et tout ça, je me dis aujourd'hui, il y a une structure qui est positive. On en a peu parlé, mais il y a quand même des valeurs fortes, notamment au niveau de l'éco-responsabilité et du développement positif du groupe, tu vois, que j'embrasse complètement. Et en fait, je me sens bien dans ce projet-là, les accompagner pour faire un projet encore meilleur, si c'est possible et sans avoir une ouverture de restaurant ou des impératifs tu vois, d'entrepreneur très dur, quoi. C'est vraiment être dans le conseil, ouvrir des restaurants, avoir des problématiques différentes, avoir des équipes différentes, naviguer entre les sites, comprendre les différentes problématiques, comprendre les différents besoins et savoir m'adapter à tout ça et faire le lien un peu, tout en représentant les valeurs du groupe. Donc en fait, ce rôle-là qui m'attend, en fait, il me plaît beaucoup. Quand j'étais petit, tu me poses la question, je voulais être cuistot, tu vois. Point barre. Après, pendant longtemps, c'était, je vais avoir un restaurant, tu vois. En fait, non. En fait, là où je me sens bien, c'est dans la construction d'un projet et dans sensibiliser les autres à pourquoi on fait ce métier, tu vois. Porter des assiettes, tout le monde sait faire ça, tu vois. Le rôle d'un serveur, le rôle d'un chef de rang, le rôle d'un responsable en salle, c'est pas ça, tu vois, le métier. Le métier, c'est de partager un truc avec le client, tu vois, et de faire vivre une expérience au client, tu vois. Porter des assiettes, tout le monde sait le faire, tu vois. On n'a pas besoin d'avoir de la formation, on n'a pas besoin d'avoir de la valorisation. Ce qui va faire que tes salariés, tu les valorises et que tu les formes, etc., c'est pour qu'ils apportent ce petit truc en plus, le côté humain qui fait que c'est un métier de service qui sera toujours là, tu vois, où on crée une expérience, on crée un souvenir, on lie le lieu, tu vois, à des moments précis, etc. Les gens aiment ou n'aiment pas, enfin, tu vois, c'est lié à l'affect et tout. C'est ça qui me plaît, tu vois. C'est de créer ça chez les gens, tu vois. Moi, je suis né là-dedans, donc forcément, c'est un peu inné. Enfin, tu vois, genre faire passer un bon moment aux gens dans un restaurant. Mais t'as des gens, ils font ce métier, t'as l'impression qu'ils n'ont pas envie de le faire, tu vois. Tu vas bouffer dans des restos, des fois, t'as des serveurs qui te servent. Tu sens qu'ils n'ont jamais choisi d'être là, tu vois. Ils le font un peu par défaut, par parcours de vie, des fois par choix, mais ils n'ont pas forcément l'empathie ou la capacité, tu vois, de se mettre à la place du client et tout. Moi, ce que je veux, c'est que les serveurs qui te servent quand tu viens chez Colère ou quand tu allais chez Jaja ou chez Grand Cœur, ou je l'espère dans le futur, c'est... Tu sens que le mec, il est content d'être là, il a envie de te faire partager le moment. Enfin, il a envie de partager ce moment avec toi, tu vois. Et ça me plaît. D'avoir une personne au début qui comprend pas ce qu'elle fait là et qui fait ça un peu pour. Et au final, elle a une carrière à tes côtés. Et j'en connais, j'ai des exemples, que ce soit au Grand Cœur ou chez Jaja, tu vois. Des mecs qui voulaient pas rester et au final, ils sont devenus des personnes hyper importantes du projet parce qu'ils ont trouvé une place, ils se sont sentis considérés, accompagnés, respectés. En fait, c'est ça qui est cool, tu vois.
et qu'après, chacun évolue comme il veut. Mais en tout cas, quand on est ensemble, on essaie de faire quelque chose de positif, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui me plaît aujourd'hui. C'est de sensibiliser les autres à ça, quoi. Est-ce que dans ces phases 1, 2, 3, est-ce qu'il y a des choses qu'on a omis ou que tu souhaites rajouter aux personnes qui nous écoutent? Par exemple, il y a des choses sur le projet que tu es en train de porter, l'éco-responsabilité, c'est que moi je touche pas, que moi je connais pas, qu'on a omis par exemple. Est-ce qu'il y a des choses par rapport au projet actuel ou par rapport à juste les différentes étapes qu'on a suivies ensemble? Ouais, mais après, si je parle de l'éco-responsabilité du projet actuel, ça sera faire une vitrine, ça sera... Non, et puis ça sera faire de la pub, parce que c'est pas forcément lié à mon parcours, mais oui, en effet, il y a des valeurs fortes. Non, après, ce qu'on peut dire sur les 3 premiers points, c'est dans tous les cas, si on a une idée figée si on a un objectif qui est trop figé, j'ai peur qu'on se ferme des opportunités, si tu veux. Et moi, quand je disais que je voulais être cuistot, je voulais avoir un restaurant, si j'étais resté sur cette ligne directrice tout au long de mon développement et de mon parcours, je me serais fermé énormément de portes. J'aurais pas tenté peut-être ce service dans un bar à cocktail avec Alfonso. J'aurais peut-être pas tenté juste ne serait-ce que faire de la vente en contact client dans cette poissonnerie. J'aurais encore peut-être moins poussé la porte de chez Fishers ou cru en mes capacités à évoluer dans un milieu comme ça, en service, etc. Donc en fait, juste avoir de l'ambition et avoir l'envie d'apprendre et l'envie de se développer à travers le travail, etc. Je pense que c'est positif, mais il faut savoir rester ouvert aussi aux personnes autour de soi et aux expériences qu'on nous propose, tu vois. Et je pense que ça, c'est important, tu vois. Parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui sont hyper forts dans ce qu'ils font, tu vois, mais qui pourraient être hyper forts dans plein d'autres trucs aussi, tu vois. Et juste, tu vois, juste laisser un peu... ouais, pas être trop fermé sur le parcours, tu vois. Tout début, tu parlais de ton parcours à toi en disant, voilà, c'est un parcours, tu vois, où j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et au final, aujourd'hui, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi tu as été formé, tu vois. Et au final, aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Même si, bon, j'ai quand même fait une école hôtelière, etc. Mais je pensais pas que j'allais être en salle, et encore moins que j'allais encadrer des gens en salle. Quand tu me voyais au lycée hôtelier apporter des assiettes, tu me disais, mais c'est vrai qu'il a rien à foutre ici, quoi. Tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est cool, en fait, dans les parcours professionnels aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur une droite complètement linéaire, tu vois. On est vraiment sur quelque chose qui peut varier et être curieux et savoir saisir ça. Je trouve que c'est hyper important, quoi. Donc, j'ai oublié plein de choses, certainement, sur les 3 premiers points. Mais en tout cas, ça, c'est hyper important. De se laisser le choix, tu vois. Le droit de changer aussi, c'est important. Et cette capacité à faire, tu as beaucoup fait. Tu as beaucoup prouvé à certains moments. Je suis un gros prouveur. Non, mais à certains moments, tu t'es senti, plus senti, plus tu as changé, plus en fait tu as essayé, tu es un peu tombé, tu as eu des réussites aussi provoquées par ces portes que tu as poussées à certains moments. Et je pense que c'est ce que moi j'entends et ce que moi je perçois, et encore une fois, il faudra que j'écoute l'épisode pour avoir plus d'enseignements. Et ce que je perçois là à chaud, c'est tu as fait, tu as essayé, tu as avancé, tu as appris à te connaître, et cette capacité à te connaître aujourd'hui fait que ton projet s'est défini et ton fil rouge il est encore plus précis, quoi. Et tu t'es pas, effectivement, tu t'es pas bloqué dans une voie tout tracée à dire non à droite et à gauche parce que c'était pas exactement ce que tu voulais faire initialement. Et c'est le fait de... Je sais pas, moi je suis convaincu par le fait de faire en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que dès que j'ai envie de faire un truc, dès que je me sens, je fais, dès que je me sens plus, je fais pas. J'ouvre une porte, je ferme une porte, il y a plein de portes, je les ouvre, je les teste toutes. Et après il y en a une qui s'ouvre un peu plus que l'autre, tu vois, je rentre et on verra. Ouais, faut essayer, c'est sûr. Tant que t'as pas essayé, tu sais pas vraiment... Ouais. Et puis le faire, ça t'apporte des compétences aussi. Bien sûr. Faire, tu vois, si tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec ce que... Mais peut-être que tu vas apprendre un nouveau truc qui va revenir sur ton boulot initial, mais tu aurais quand même cette expérience-là. Et... J'ai rencontré une dame en voyageant qui disait en fait, tes compétences ou tes apprentissages viennent tous se mettre dans un cloud. On va parler en termes techniques, hein, mais dans une espèce de cloud, de nuage autour de toi. Et parfois, tu comprends pas, en fait. Parfois, tu te dis, j'ai appris ça à ce moment-là de ma vie et ça me sert à rien et je comprends pas pourquoi j'ai ça. Puis, il y a un moment donné où, en fait, tout d'un coup, genre, tout s'aligne. Et en fait, les compétences d'apprentissage, boum, tu te dis, oh putain, tout fait sens. Et ça y est, t'es bien, et t'es à ta place. Et peut-être pas à ta place pour un temps déterminé, mais. Donc, je trouve ça assez intéressant comme image. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Des fois, il y a des moments de ta vie que tu as un peu oublié en disant ça va pas être intéressant. Et en fait, des fois, tu y repenses et tu dis, attends, mais ça, j'ai déjà entendu quelque part. Et ça, mais c'est pour ça. Il me dit, le son, le tout. Et tu tombes de ta chaise. J'ai dit, bon, ça fait sens. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te contacter s'ils ont des... Ouais, évidemment. Oui. Ils peuvent venir bouffer à ton resto. Ils peuvent venir bouffer chez Colère, absolument. Ils peuvent me contacter. Je suis un peu un boomer, hein, par mail, sur WhatsApp. J'ai pas beaucoup de réseaux, ouais. Mais si c'est professionnel, si c'est pour avoir des éléments de réponse sur mon parcours, enfin liés au leur, etc. Ouais, par mail, c'est cool, ouais. Par mail ou WhatsApp, tu pourras leur transférer avec grand plaisir. Magnifique.
J'étais trop content de t'avoir, en tout cas. Merci beaucoup pour ce temps. Merci pour ton temps à toi. C'était une expérience un peu nouvelle et de parler de soi comme ça, c'est un exercice que j'ai finalement beaucoup apprécié. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. À plus. Ouais. Allez. Ciao. Salut tout le monde.